Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence. Aujourd'hui, nous accueillons Ghislaine Pujol et Jean-André Yerles, respectivement président et vice-président de la Guilde des scénaristes. Avec eux, on va s'intéresser non pas à leur parcours personnel, mais tu vas en parler un tout petit peu, mais surtout au métier de scénariste. Comment il est défendu, qu'est-ce qu'un syndicat, qu'est-ce qui est en train de bouger dans notre métier, les VSS, l'IA, les contrats, la retraite, tous ces points-là, on va les aborder ensemble et c'est dans quelques instants avec Maxence, bien évidemment après des petits audios de circonstances. Ce podcast vous est présenté par World Media Match. La plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Écoute, je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Toi, tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, un grand plaisir de vous retrouver, vous qui nous écoutez fidèlement depuis plus d'un an et demi maintenant. Toujours un grand merci de nous mettre régulièrement dans le top 20% et 10% des podcasts les plus écoutés de France. La dernière fois, j'ai regardé les stats. Salut Maxence, d'ailleurs je vais t'accueillir Salut. avant de commencer mon petit monologue habituel. Je regardais les stats et nous sommes à, je crois, à 75% écoutés sur Spotify, donc c'est très marrant. Un petit peu d'Apple Podcast et Deezer est tout petit. Donc Deezer, mais qu'est-ce qui se passe? Vous nous écoutez pas sur Deezer? Que se passe-t-il? En tout cas, voilà, n'oubliez pas surtout de nous mettre 5 étoiles quand vous écoutez ce podcast. Pourquoi? Ça permet aux plateformes d'écoute et Deezer notamment de nous mettre en recommandation. Vous aurez compris que je souhaitais vraiment trop fort que Deezer nous mette un peu en avant. Je fais un coucou à Damien Maric. Damien, il faut nous mettre en avant. Voilà, c'était mon petit message du jour. On va reprendre un fil plus traditionnel. Nous allons accueillir nos 2 invités du jour. Bonjour Ghislaine, bonjour Jean-André. Bonjour Bonjour. David, bonjour Maxence. Bonjour. Et comme je prépare très très bien cette émission, Jean-André, je n'ai même pas demandé comment se prononçait ton nom de famille. Yerles, tu prononces, il y a un accent Yerles. grave, ouais. J'ai hésité en plus. Non mais t'inquiète, Bon, ça fait pour, quelques années qu'on m'appelle Yerle, j'ai pas de problème. Yerle, d'accord. Et pour Ghislaine, c'est beaucoup plus simple, Pujol, Ghislaine Pujol. C'est ça. Merci à tous les 2 d'avoir accepté l'invitation. On va passer 1 heure et demie ensemble pour décrypter un petit peu l'actualité, de nos vies passionnantes de scénaristes, surtout le côté un petit peu, on va dire, off. On va discuter ensemble du principe de la guilde, son histoire, ses grands objectifs aujourd'hui, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a permis d'avancer et les combats de demain. Et avant de commencer, je vais laisser la parole à Maxence qui va nous faire une courte introduction parce qu'on aura certainement le plaisir de vous réinviter pour votre parcours, proprement, de scénariste, mais on va en tout cas brièvement vous présenter. C'est ça, bonjour Ghislaine, bonjour Jean-André. On est très content de vous recevoir dans Séquence. Donc vous êtes tous les 2 scénaristes. Ghislaine, on te connaît pour plein de petits projets d'animation petits grands projets d'animation comme Code Lyoko, Kid Paddle. Tu es également directrice d'écriture sur des séries comme L'Armure de Jade. Tu as pu être formatrice, mais justement, tu es également la
la présidente de la Guilde française des scénaristes. Jean-André, quant à toi, tu es le vice-président du répertoire cinéma dans cette guilde. Hem, on te connaît pour de nombreux films et séries, comme, Quand on crie au loup, Petit Jésus, Le Remplaçant ou Les Orphelins. Tu es également sur de la BD avec, Legio Patria Nostra. Donc avant de commencer toute notre discussion autour de la guilde, j'aimerais quand même, poser une petite question histoire de vous introduire en tant que scénariste. Comment l'écriture elle est venue à vous et comment vous vous décririez en tant qu'artiste, en tant que scénariste? Oula, Heu, Ghislaine, à quoi Et l'honneur? le podcast, 30 minutes pour répondre à la première question. OK, bah, vite fait, comment l'écriture est venue à moi? J'écris depuis que je suis toute petite, voilà, j'écris. Heu, je suis passée par toutes les phases de l'écriture, par tous les formats. J'ai écrit des petits romans, j'ai écrit des nouvelles, je me suis mise à faire du jeu de rôle. Voilà, je suis la geek de de service à la guilde. Donc j'avais écrit beaucoup, beaucoup de scénarios de jeux de rôle et lorsque j'ai fait mes études, j'étais aussi très, très, très fan de cinéma et j'ai découvert, voilà, qu'il y avait un métier qui était scénariste et que c'était le scénariste qui écrivait les histoires. Donc je me suis dit: «Mais j'adore écrire des histoires, j'adore faire vivre les histoires» et donc lorsqu'il s'est agi après des études de philosophie, à la fac, hein, d'approfondir, on va dire plus professionnellement cette passion pour l'écriture, je suis inscrite à la FEMIS et au Conservatoire, européen d'écriture audiovisuelle qui était tout jeune à l'époque et j'ai été prise au conservatoire, voilà, donc déménagement à Paris et puis que c'est une passion et c'est quelque chose, c'est comme respirer, écrire. Je suis tout le temps en train d'écrire, en train d'imaginer des histoires, quel qu'en soit le format et quelle qu'en soit la nature, voilà et j'ai envie de partager ça, bon là, je fais de l'animation parce que j'ai envie de partager, de dire des choses, de mes univers et de mes marottes personnelles, au public, bon, petit et grand, mais En fait, nous avons la même j'ai commencé maladie. par la On fiction et a le tous cinéma, la voilà. même maladie, quoi, en fait. Ah, je crois que c'est ça. Voilà. Et à moi Toi, donc, Andrés? alors moi j'ai Ah. commencé assez tard ce métier puisque j'ai eu une vie professionnelle avant. J'ai commencé à 33-34 ans et j'ai travaillé avant et c'est venu parce que d'abord je voulais faire de la bande dessinée, en fait. C'était ma vraie passion, c'était la BD au départ. Évidemment le cinéma et les séries, puisqu'on était au début des années 2000 et puis quelques séries américaines débarquaient, et nous surprenaient. Mais la BD, ça payait tellement mal hein, que je me suis vite tourné vers, la télé et le cinéma pour essayer de mettre un pied dans la porte et pour l'instant, le pied est dans la porte et je l'ai toujours pas enlevé, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Je continue à bosser, mais c'est ce que dit Gis, quoi, c'est on raconte des histoires et ça, c'est le fond de tout. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, dans ce métier. Jean-André, Ghislaine nous le disait, c'est que toi, tu étais, à un moment, il y a très longtemps aussi dans la guilde. Est-ce que tu peux nous parler de cette première période où tu étais en place et comment ça a évolué depuis? Et aussi, plus largement, qu'est-ce que la guilde? Alors la guilde, il y en a eu une déjà au début des années 90 qui s'était constituée avec les scénaristes de l'époque, qui étaient beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui. Mais il y a une nette tendance chez les scénaristes à aimer la scission et les conflits, donc ça n'a pas duré très longtemps. Ça s'est très vite transformé en plusieurs organisations qui n'étaient pas tout à fait sur les mêmes combats. Enfin, le combat sur la représentation et des scénaristes était toujours au cœur. Notamment les SACD étaient au cœur des combats, mais bon, il y avait des divergences de vues sur la manière d'aborder les producteurs, les diffuseurs et la SACD, ce qui fait qu'au début des années 2000, il y avait deux organisations qui existaient, qui étaient l'UGS, l'Union Guilde des scénaristes, qui était déjà la fusion de plusieurs organisations, et il y avait le Club des auteurs, qui était une association, là, pour le coup, pas un syndicat, et les 2 représentaient, différents scénaristes et moi, quand je suis arrivé dans le métier, il fallait absolument que je comprenne l'industrie dans laquelle, j'allais évoluer parce que j'y connaissais rien. J'avais autour de moi personne, qui, aurait pu m'aider et donc mon premier réflexe, ça a été d'appartenir à une organisation pour essayer de comprendre, c'est quoi ce business? C'est quoi cette industrie? À qui j'ai affaire? Comment ça marche? Comment je vais être payé? Enfin,
toutes les questions qu'on se pose quand on arrive dans le métier. Et donc là, je suis rentré au club des auteurs, qui était parce que j'étais parrainé par Claire Le Maréchal, qui est une scénariste qui m'a beaucoup aidé au début, enfin, qui m'a permis de mettre le pied dans la porte que j'évoquais tout à l'heure. Et au bout de quelques années, la scission devenait ridicule, en fait. Et on s'est rendu compte que tant qu'on n'était pas unis, dans le rapport de force, on perdait quasiment à tous les coups. On était peu ou pas invités dans les instances qui décidaient de nos métiers. Et s'est imposé difficilement, il a fallu des discussions longues de part et d'autre, une tentative de fusionner les 2 organisations, donc de dissoudre les 2 organisations existantes pour en créer une autre en 2010, qui s'est naturellement appelée la Guilde des scénaristes, puisque c'était le nom utilisé depuis le début et historiquement, évidemment, c'était la référence à nos amis américains, qui ont 2 guildes sur leur territoire. Voilà, et donc la guilde a démarré, enfin la nouvelle guilde a démarré en 2010 de cette manière-là. Du coup, à partir de quand un scénariste devrait adhérer à cette guilde, Quand est-ce qu'on idéalement? prend notre ticket, en fait, tu veux dire, Oui, Maxence? c'est ça. Quand est-ce que en fait, un scénariste est peut-être légitime, assez légitime pour accéder à la guilde? Est-ce qu'il y a il y a un passage adéquat ou ça se fait comment ça se passe? Il faut être un scénariste professionnel, en fait, donc les critères d'adhésion, c'est, montrer, qu'on est, suffisamment, intégré dans le métier, pour avoir besoin des services de la guilde, mais aussi pour profiter, de cette partie réseau, que nous apportons et voilà, on ne peut pas non plus, intégrer, de toutes les personnes qui ont juste envie d'écrire. Donc quand on a un syndicat professionnel, on a des critères, alors je crois que c'est, il faut regarder sur le site, mais je crois qu'on est sur, c'est assez peu au final, 2 épisodes de 26 minutes, et il faut avoir un contrat, montrer un contrat avec un producteur, le contrat de cession de droit. On n'est pas obligé d'avoir été diffusé en plus. Donc on est assez accueillant, on va dire, et on a aussi, la possibilité d'intégrer, sous période probatoire, de jeunes professionnels qui sortent d'écoles, comme la FEMIS ou le CEA ou la Cité des scénaristes, en fait des écoles qui sont agréées et qui forment de nouveaux professionnels, et là, ils ont une adhésion à tarif très réduit, une adhésion probatoire, et ils ont 3 ans, pour, devenir professionnels et éventuellement rester cette fois-ci en cotisant de façon professionnelle, au syndicat. C'est un grand débat pour savoir à quel moment on est scénariste, hein, parce qu'on n'est pas, c'est une profession compliquée et donc ça a été des grands débats en interne pour savoir quels sont les critères d'adhésion à un syndicat professionnel. Heu, Beaucoup pensaient qu'il fallait avoir quelque chose de diffusé, que c'était le saint graal, pour avoir l'étiquette professionnelle, et c'est vrai que humainement et intimement, la première fois qu'on a une diffusion, ça scelle quelque chose de fort dans la manière d'accepter l'idée de dire: «Je suis scénariste», sans syndrome de l'imposteur. Donc c'est un grand débat, ces critères, et pour le coup, la guilde a décidé de ne pas mettre le critère de diffusion en avant, dans la mesure où on peut vivre de ce métier en développant des choses qui ne se font Mmh. pas, quoi. Donc il fallait qu'on intègre ces 2 dimensions. Ghislaine, c'est quoi les grandes lignes de ta présidence? Parce que tu es présidente depuis juin 2025. Est-ce que déjà, comme tout bon régime, démocratique actuel, est-ce que tu as éliminé des concurrents de manière, type empoisonnement ou autre? Et plus sérieusement, c'était quoi les grandes lignes de ton programme? Les grandes lignes de mon programme, en fait, c'est de la continuité de ce que j'avais commencé à amorcer lorsque j'étais, vice-présidente de la guilde. Alors j'étais, la présidente du répertoire animation, et sur l'année précédente, en fait, je m'étais beaucoup investie, sur, déjà le champ, des violences, harcèlements, sexuels et sexistes, hein, puisque j'avais porté, en fait, la voix des scénaristes, et la voix des adhérents de la guilde, à l'audition de la commission d'enquête parlementaire sur les VHS dans les médias. Donc je m'étais vraiment effectivement beaucoup, investie là-dedans, et le deuxième axe aussi, sur lequel je me suis, on va dire, naturellement engagée, c'est, sur le champ de l'intelligence artificielle, puisque là aussi j'avais participé au nom de la guilde au contre-sommet sur l'intelligence artificielle qui avait été, organisé par, Éric Barbier et Éric, Sadin, au moment où, le gouvernement lui faisait le sommet sur l'intelligence artificielle. C'était, il y a un peu plus d'un an, c'était en février, je crois, 2025, qu'il y a eu ce contre-sommet. Depuis,
L'intelligence artificielle a beaucoup évolué, les positions ont évolué. Enfin, c'est un champ, une thématique assez passionnante, heu, sur lequel on travaille, énormément. Voilà, donc ça, c'était les 2 chantiers, les 2 axes dont j'avais parlé lors de ma candidature et puis évidemment, le champ de la défense des droits d'auteur, de nos droits d'auteur. Là, on va beaucoup parler, de l'argent que les producteurs sont censés nous devoir suite à l'exploitation de nos droits, des fameuses recettes RNPP et dont nous ne voyons pas la couleur. Là, tu parles du Far West, bien évidemment. C'est Heu, ce monde, étrange où il faut aller les récupérer, quoi. voilà, c'est ça. Où ils sont contractuellement normalement, négociés, et où ensuite ils doivent être récupérés, mais là, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, quel est le problème le plus commun, que la guilde a tendance à pourrait témoigner? Bah, comme d'habitude, la relation auteur-producteur, c'est-à-dire que c'est le cœur du rapport de force. Et que donc aujourd'hui, quand on s'occupe de la défense des intérêts des scénaristes, on s'occupe de la défense de leurs intérêts financiers et contractuels. Et la plupart du temps, ce sont des abus contractuels de producteurs sur des auteurs. Essentiellement, la réalité du rapport de force entre les scénaristes et les producteurs, elle est là. Alors, il y a un autre rapport de force avec les diffuseurs, mais je ne sais pas si Gis sera d'accord avec moi, mais c'est clairement le cœur de notre engagement syndical. On est dans un système où le maillon faible et fragile reste le scénariste. Donc la question qu'on se pose tous les matins, c'est comment le protéger au mieux, comment faire pour qu'il récupère ce qu'on appelle le partage de la valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il participe au succès d'un film, d'une série, que ce soit en anime ou en fiction, comment il peut en retirer lui aussi les fruits. Enfin bon, voilà, c'est tout le principe du droit d'auteur à essayer de défendre et de porter haut pour que la rémunération des scénaristes soit à la hauteur du travail qu'ils fournissent et surtout de l'argent qu'ils génèrent au départ par leur boulot, quoi. Et tout en fait, tout le travail de la guilde d'ailleurs est articulé autour de cette relation entre l'auteur et le producteur. On a une hotline juridique qui est là aussi pour accueillir, les plaintes ou en tout cas les questions des scénaristes et qui ont une problématique avec, des producteurs, autour d'abus potentiels contractuels, autour de non-respect des accords que la guilde signe. C'est-à-dire que la guilde, elle sait, comme le rapport, on va dire, entre l'auteur et le producteur, c'est un rapport contractuel avant tout. Le contrat de scission de droit. Donc, pour pouvoir mettre des limites, à ce qui est, supportable, la guilde, elle a pris, Heu, la politique de la guilde a été de signer ou en tout cas de négocier plutôt, des accords contractuels sur les différents répertoires, qui soient justement, dans la mesure du possible, capables de porter et de supporter en fait, la situation des scénaristes vers le mieux-disant en fait, vers le mieux possible. Là aussi, c'est des histoires de débat. Est-ce qu'on doit signer des minima ou pas? Quels sont les effets pervers de tout ça? Mais la politique globale de la guilde, ça a été de signer des accords transparence, des accords, animation, les accords fiction et les accords cinéma qui récemment, ils nous ont pas satisfaits. C'est pour ça que nous ne les avons pas signés. Heu, mais tout effectivement est centré autour de la relation contractuelle entre les auteurs et entre les producteurs. Au fil de vos interventions, on a des grandes thématiques sur lesquelles on va revenir tout à l'heure, que ça soit les VSS, que ça soit l'IA. Hem, vous parliez aussi des négociations avec, enfin, en tout cas des grilles tarifaires avec les chaînes. Nous, avec Maxence, on est en plein, on a 2 collaborations en ce moment avec France Télévisions, donc on découvre effectivement qu'il y a des accords qui ont été signés entre les diffuseurs et les producteurs. Est-ce que c'est aujourd'hui, la norme avec tous les diffuseurs? Non, il n'y a pas de grille tarifaire. Ça n'existe pas. Je suis même pas sûr que légalement on ait le droit de le faire parce que c'est de la distorsion de concurrence. En tout cas, on va dire que par rapport les accords ont permis de mettre un minima et à partir de ce minima, tout est possible. Sauf qu'évidemment, diffuseurs et producteurs sont fascinés par ce minima qu'ils estiment, être, Oui, la norme. la norme. Mais pour le coup, on connaissait cet effet pervers depuis le début. On en avait pas mal discuté avec nos collègues à l'international qui avaient des accords.
On savait que ce plancher risquait naturellement, dans le rapport de force avec les producteurs et les diffuseurs, le moins tu payes un scénariste et le mieux on se porte. Donc, mais il n'y a pas de grille tarifaire, hein. Après, ça dépend aussi de la notoriété de l'auteur, de ce qu'il a fait avant, du producteur, du diffuseur, voilà, de ceux qui préfèrent que leurs auteurs travaillent dans de bonnes conditions sans avoir 12 projets en même temps. Voilà, il n'y a pas de miracle, hein, il faut le Mais payer. ces minima, ce que je voulais dire, c'est ce que ces minima, ils sont aujourd'hui appliqués par l'ensemble des diffuseurs ou c'est juste un accord cadre entre eux avec les équipes de France TV Ouais. et Les diffuseurs ne sont pas signataires de l'accord, David. Mmh. Donc, ils ne sont pas tenus. C'est un accord entre producteurs et auteurs, SACD y compris. Mais de facto, puisque nos clients sont en bout de chaîne le diffuseur, le producteur vient voir le diffuseur en lui disant: «Voilà le tarif des scénarios, voilà comment je vais payer les auteurs, voilà son contrat». En tout cas, c'est quand même ça que ça se passe à France Télé. Mais après, on est dans le droit privé. Je veux dire, rien n'empêche un auteur de négocier 50%, 100% plus cher que le minima. C'est même une obligation de mon point de vue en fonction de son expérience, de sa notoriété. On ne peut pas payer de la même manière un auteur junior et un auteur senior. Je pense que la logique de carrière, c'est-à-dire d'avancer dans une carrière et d'acquérir un artisanat, une technique, tout ça a une valeur, hein. On ne peut pas la nier en appliquant tout le monde au niveau des minima. En tout cas, c'est l'esprit des accords. Ces accords empêchent les abus, c'est-à-dire ils empêchent d'aller exploiter des gens qui ne sauraient pas exactement comment ça marche et qui sont prêts à tout pour exister, avoir leur nom sur un générique, ce que je comprends, on est tous passés par là. Maintenant, ils sont là pour protéger et éviter que les producteurs les moins vertueux n'aient envie de payer des développements quasiment rien et donc de ne prendre de leur côté aucun risque pour aller proposer des séries ou des films à des diffuseurs. Et pour ce qui est de l'animation, on est un petit peu sur quelque chose de différent. C'est-à-dire on est beaucoup plus industrialisé dans le répertoire animation et c'est vrai que les producteurs, ils ont tendance à penser en termes d'enveloppe d'écriture. C'est-à-dire que pour une série, 26 fois 26 minutes ou 59 fois 13 minutes, l'enveloppe d'écriture était équivalente avant les accords à 150 000 € à peu près et ce que nous avons fait, nous avons, obtenu de la part des producteurs que cette enveloppe d'écriture qu'on ne pense plus en enveloppe d'écriture, mais qu'on pense surtout en minima par épisode et nous avons demandé à ce que chaque année pendant, 3 ans, 4 ans, les minima en septembre augmentent. Ce qui fait que, à l'heure actuelle, nous sommes un petit peu mieux payés en animation que nous étions payés il y a 4 ans, par exemple et surtout, l'avantage de cet accord en animation, c'est que vu la crise que l'animation a traversée, cela permet d'éviter que le prix des scénarios s'effondre, parce qu'effectivement les producteurs, étant dans une situation compliquée, la première variable d'ajustement qu'ils vont pouvoir, travailler, ce sont les gens qui ne sont pas salariés, c'est-à-dire c'est les auteurs et c'est l'écriture. Voilà. Est-ce que l'arrivée des plateformes de streaming ont un peu changé la donne, au niveau, tarifaire? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la grandeur de diffusion sur une plateforme qui va justement inciter peut-être à être payé plus ou moins? Alors pas vraiment, parce que finalement, c'est le coût de production qui va déterminer à peu près combien vont être payés les auteurs, hein. Donc, le coût de production, comme les plateformes, comme tous les autres diffuseurs, adorent les prods pas trop chers, hein, de toute façon. Le producteur négocie son enveloppe de production avec le streamer, mais globalement, alors ça peut arriver sur certains unitaires ou certains scénaristes, qui ont une notoriété suffisante pour que le diffuseur se dise: «C'est lui ou elle que je veux, et donc quel qu'en soit le coût, vous le prenez». Mais c'est pas la majorité du genre. Donc on est plutôt, sur des tarifs, qui, sont globalement plutôt lissés, me semble-t-il, en fiction télé. On peut les monter, enfin moi chaque contrat est un combat, hein, il y a pas de personne vient, naturellement vous expliquer que vous allez être surpayé. Tout ça se négocie, il y a des agents qui sont là pour le faire, on peut aussi le faire en direct. Moi, je crois beaucoup dans la relation entre le producteur et l'auteur, hein. Pour moi, elle est au cœur de tout. Mais ça inclut aussi un débat que certains scénaristes n'aiment pas, mais il faut parler pognon à un moment donné, y compris avec quelqu'un qu'on respecte et avec qui on veut faire quelque chose de bien. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la relation, donc il faut l'assumer ça. Il faut l'assumer, il faut pas laisser,
C'est pas un non-dit, on a le droit de dire non, on a le droit de dire qu'on se sent mal payé par rapport au travail qui est demandé, et on le négocie avant de partir, ensemble. Mais c'est normal, en fait. Ça, je veux dire, c'est pas du tout, on est dans le droit privé, comme n'importe quel, libéral qui cherche un contrat, il va négocier son contrat. Voilà. Et je compléterai pour, la question des plateformes, du côté de l'animation. C'est vrai que, l'arrivée de séries très premium, parce qu'en fait, les plateformes n'ont pas forcément produit beaucoup d'animations, mais elles ont surtout produit des, séries un peu premium, un peu quali et quand vous cherchez, des scénaristes, de qualité, ben, effectivement, ça a pu avoir un effet, positif sur la rémunération des scénaristes qui travaillaient par exemple sur des séries d'animation pour Netflix ou ce genre de choses. Enfin voilà, mais vu que les plateformes sont en train de se désengager là aussi des productions d'animation, on ne sait pas encore ce que va donner d'ailleurs la modification du décret SMAD qui va obliger, les plateformes à produire des séries d'animation. Mais jusqu'alors, ça avait été très limité en fait cette augmentation, Mmh. de la rémunération des scénarios d'animation pour les plateformes. Non, ce qu'ont amené les plateformes, c'est du volume de production. C'est-à-dire que, d'un coup, on est arrivé avec des heures, de production. Je crois qu'on est passé de 800 heures dans les années 2010 à 1 800 heures de contenu aujourd'hui. Donc en fait, il y a un volume de prod, le succès de la fiction française aussi en étant responsable aussi. Il y a un volume de prod et d'un coup, on s'est retrouvé, on est passé de 3-4 clients à une dizaine de clients, ce qui était une bonne nouvelle, hein, sur le fond. Après, dans le rapport contractuel, je suis pas certain que les choses ne se soient pas normalisées, qu'on se retrouve en fait avec des gens qui appliquent, on va dire des pratiques, heu, quel que soit le tuyau. Gros morceau aussi dont vous avez parlé un petit peu, tout à l'heure, tous les 2, c'est l'IA. Aujourd'hui, c'est quoi votre positionnement personnel? Votre utilisation, peut-être quotidienne et quel est le positionnement de la guilde et les grands points de négociation par rapport à ça? Vous avez le droit à 3 heures. Je vais laisser Gis prendre la parole sur la position de la guilde. Alors la position de la guilde, alors nous effectivement, on a très vite vu que, les scénaristes étaient relativement, divisés par rapport, à l'intelligence artificielle. Alors, il y a 2 choses. Il y a la façon dont, les modèles de langage se sont entraînés et là, il y a pas de débat. Enfin, ils ont, littéralement, fouillé, pillé internet, ils ont utilisé les œuvres de tous les artistes-auteurs et des scénaristes, pour entraîner leur modèle. Sans rémunération, ce n'est pas acceptable et là, tout le monde est d'accord, il faut, un dédommagement et il faut une compensation. Dédommagement, compensation, c'est 2 actes différents. Dédommagement, c'est pour le passé, compensation, c'est pour la façon dont potentiellement les IA peuvent continuer à, utiliser les œuvres des uns et des autres pour entraîner les modèles et 2e élément, c'est l'autorisation. Opt-in, opt-out, enfin, voilà, il y a un débat, sur l'opt-in, l'opt-out. Ça, c'est aussi à voir avec, géré par, l'État et par la SACD. Mais en tout cas, au niveau de la guilde et au niveau globalement de tous les scénaristes, c'est, il faut arrêter ce Far West. Ce n'est pas possible qu'on ait des entreprises high-tech qui continuent comme ça à piller des œuvres, sans intéresser, leurs auteurs à une autorisation ou même à une rémunération. Donc ça, c'est très clair. Après, il y a l'utilisation de l'IA et là, depuis 1 an, ça a été très fluctuant. C'est-à-dire qu'on a vu des gens, même au sein de la guilde ou dans d'autres organisations, qui ont envie de l'utiliser parce qu'ils voient qu'il y a un apport potentiel, une facilité, que ça peut être un outil. Il y a ceux qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont envie de garder le contrôle de leur œuvre et qu'ils ont l'impression d'être, comment dire? D'être, remplacés ou qu'il y a un mensonge. Enfin, c'est très polarisé et nous, la guilde, ce qu'on a choisi comme positionnement, c'est de dire: «OK, on arrête le Far West et on va mettre en place, des fondamentaux sur l'IA et potentiellement des clauses contractuelles qui vont protéger déjà notre métier». Éviter que le savoir-faire se barre et qu'il soit récupéré par des producteurs, par des diffuseurs, par des plateformes qui n'ont pas l'expertise et qui vont se dire: «Je vais pouvoir très facilement, créer de la fiction, créer des histoires sans, les professionnels qui vont avec». Donc protéger notre métier, protéger ceux qui n'ont pas envie d'utiliser l'IA, c'est-à-dire avoir effectivement des clauses contractuelles qui disent, «Si je veux pas l'utiliser, tu as pas à m'obliger», voilà.
On n'est pas de toute façon, on n'est pas on n'est pas des salariés, donc c'est ma liberté de l'utiliser ou pas. Protéger notre métier, garder le contrôle aussi, qu'on a un vrai contrôle artistique fondamental sur la façon dont on va utiliser l'IA si on a envie de l'utiliser. Parce qu'il y a un truc, moi, qui nous a choqués, on a un comité IA à la Guilde, on a discuté de tout ça, c'est qu'en fait, il y a cette espèce d'injonction de course en avant vers l'IA, et ça serait les producteurs, ça serait les diffuseurs qui auraient tendance à nous dire comment on doit l'utiliser. Mais en fait, non, c'est à chaque métier de décider comment il veut utiliser l'IA. Et c'est ce on remarque dans plein de métiers, le médical, l'informatique, les ingénieurs informatiques. Chacun doit définir en fonction de de l'intérêt qu'il voit à cet outil, si c'en est un, de décider comment il va l'utiliser ou pas. En quoi c'est un apport ou pas. Donc mettre de l'ordre dans tout ça, demander une compensation et surtout protéger notre métier. Et une dernière chose, l'axe de la sécurité informatique, ça on n'en a pas, c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup dans nos métiers où on n'est pas trop familiarisé avec les enjeux technologiques. Et à partir du moment où on commence à balancer sur des clouds comme ça nos œuvres, protégeables par le code de la propriété intellectuelle, juridiquement, légalement, il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut, si on a envie d'utiliser des outils de ce type, il faut savoir ce qu'on utilise, comment on les utilise et comment on se protège, comment on protège nos données et comment on protège les données potentiellement de producteurs ou de diffuseurs qui ont fait des contrats et qui ont la cession de ces droits de façon légale, quoi. Donc voilà, c'est les 4 axes qu'on a à la Guilde, c'est protéger le métier, contrôler ce qu'on fait l'IA, dédommager, compenser pour la fouille et puis faire attention à la sécurité des données qui sont notre matière première et qui sont les plus précieuses. Donc ça, c'est pour la position de la Guilde. Je te passe la main si tu veux, Jean-André, sur ton point de vue personnel. Non, moi, à titre personnel, enfin, je le constate surtout depuis 2-3 ans que les outils sont là. C'est qu'IA n'a pas d'idée, donc déjà, Ça, on est c'est d'accord. C'est le meilleur, plus mauvais assistant de scénariste c'est très bien parce que tu as un très mauvais scénariste apprenti avec toi. c'est ça. Donc franchement, à part procrastiner un coup et jouer un peu avec, moi aujourd'hui, je trouve ça intéressant parce qu'il y a moi et mon expertise derrière l'outil. C'est là où j'arrive à sortir 2-3 trucs, à aller plus vite sur des tâches qui m'emmerdaient auparavant. Voilà, c'est à ces endroits-là où je trouve qu'effectivement, ça peut m'être utile. Mais l'absence d'idées, je ne suis pas certain qu'elle en aura un jour, ou à force de compiler des datas, est-ce qu'on va arriver à une préscience ou une conscience et passer des tests de Turing? Mais pour l'instant, en tout cas, et s'il y avait des idées, les producteurs s'en seraient emparés depuis très longtemps. On a eu un petit moment où ils ont tous tenté des trucs dans leur coin avec leurs stagiaires ou leur direction littéraire pour essayer de sortir des concepts et puis ensuite, se rendant compte de l'absence d'idées, se tournant vers des scénaristes en disant: «Tiens, regarde, j'ai eu une idée de concept» et en fait, ça marche pas. Ça peut pas marcher pour l'instant. Pour l'instant, maintenant tout le monde nous annonce, mais tant que l'IA n'a pas d'idée et a priori pour l'instant en tout cas, j'ai testé pas mal d'outils, je vois pas à quoi ça peut me servir. Le seul vrai truc, c'est quand moi je sais exactement ce que je veux faire et que je veux aller vite sur un document, ça c'est pas mal. Ça je dois dire, ça, parfois aussi quand je demande des caractérisations psychologiques de personnages, pour le coup, elle va taper dans des données et des datas qui peuvent m'aider sur des profils psy, ça c'est pas mal. Voilà, mais ça reste, un super Google pour moi pour l'instant. En tout cas, c'est peut-être parce que je sais pas forcément l'utiliser. En revanche, ce qui me fascine, c'est ce qui se passe en images. C'est-à-dire que si un matin, dans peu de temps, moi, à partir d'un de mes scénarios que j'aurais écrit moi, je peux sortir, je sais pas, un teaser, quelques scènes, bah, là, ça commence à m'intéresser. Alors ça fait tomber un paquet de métiers, mais il s'agit plutôt d'outils marketing, je pense, au service du scénario qu'autre chose. Mais bon, franchement, je sais pas ce qu'en pensent ceux qui l'utilisent vraiment et qui poussent la machine, au bout. Mais moi, pour l'instant, dans mon quotidien, c'est ça, quoi. Souvent, je perds du temps, en fait. Mais je peux en gagner sur les résumés, sur les trucs qui m'emmerdent, les fiches personnages, Et la correction orthographique, c'est aussi merveilleux, je trouve, perso.
de plus avoir à Ouais, relire 50 enfin, fois si j'ai pas fait une coquille. J'ai le dyslexique que je suis, remercie vo là-dessus. Mais je te voilà, rejoins mais là-dessus. Ouais, non, non, mais c'est tout à fait, ouais. tu vois? C'est bon, bah, Word te le proposait aussi avant, hein, mais en Mmh. moins précis. Et toi, Ghislaine, du coup, au quotidien? Alors je n'utilise pas, l'IA, pour l'aspect créatif. Je teste parce que ouais, je fais partie du comité, je suis présidente et puis il faut bien, connaître entre guillemets «les limites» pour savoir, quoi en penser. Donc je teste, je rejoins Jean-André sur le fait que, une fois que tu sais ce que tu veux, bah, elle peut t'aider, elle peut avancer. Moi, j'ai l'impression que surtout, enfin, la façon dont je l'utilise, ça peut être notamment, pour des réflexions sur le droit d'auteur, idéologique, le syndicalisme, ce genre de choses-là. Heu, elle aide en fait à se comment dire? À se projeter, elle aide à réfléchir, mais elle fait pas gagner du temps, en fait. Je peux passer des heures et des heures à philosopher, voilà, avec l'intelligence artificielle. Après, je la maltraite pas mal parce que j'avoue, naturellement, j'ai une défiance, On est d'ac vis-à-vis d'elle. Est-ce on l'a tous envoyé se faire foutre à un moment? Ouais, je Est-ce que crois. c'est C'est exactement ça. Après il y a des considérations, idéologiques et philosophiques qui, moi, me freinent dans mon utilisation de l'IA. C'est-à-dire qu'effectivement, je me dis: «Mais quand on voit effectivement la consommation d'énergie, la course, aux terres rares, enfin, le tarif, des puces électroniques, des cartes graphiques qui sont en train d'exploser, des cartes mémoire qui sont en train d'exploser, enfin, c'est un cette espèce de bulle, spéculative, tout ça pour, écrire un scénario, de 26 minutes, ou de 7 minutes, Tchoupi, fait des courses, enfin, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Et j'irai même plus loin, même écrire quelque chose d'artistiquement fort, avec un vrai point de vue, ça ne sert à rien, en fait. Éventuellement comme un super Google ou pour, mais heu, le poids que ça a écologiquement, politiquement, ne vaut pas, je trouve, à titre personnel, l'investissement qu'on peut en avoir en tant que scénariste. Pour le médical, pour, autre chose, oui, ça peut se comprendre, mais dans nos métiers, à titre personnel, ouais, je m'en méfie et je suis pas fière de moi quand je fais des tests. Je l'ai fait parce que il faut, mais je comprends ceux qui sont, très opposés à l'intelligence artificielle et c'était pour ça aussi qu'on a, à la guilde essayé d'encadrer, voilà, de structurer l'utilisation de l'IA. On comprend qu'il y en a qui veulent l'utiliser. L'idée, c'est pas de dire: «Ah méchant, tu pollues la planète, ah méchant, enfin tu usurpes, tu es un scénariste usurpateur parce que tu as utilisé l'IA». On va pas là-dedans. L'idée, c'est de voir comment on peut rationaliser tout ça et faire en sorte que si ceux qui veulent l'utiliser l'utilisent, qu'ils le fassent, de la façon la plus, on va dire responsable, éthique et par rapport au reste des scénaristes et je dirais pas même par rapport à certains métiers, c'est-à-dire qu'effectivement ce qui se passe au niveau visuel, au niveau graphique en animation, nous, guilde des scénaristes, nous sommes un syndicat, on va pas aller, prôner l'utilisation, de l'IA pour faire, des séries animées tout seul dans son coin au mépris, effectivement des métiers des auteurs graphiques avec qui nous travaillons tous les jours. Donc il y a une mesure, et un bon équilibre à trouver entre, je respecte, les scénaristes qui ont envie d'utiliser l'IA et en même temps je ne me laisse pas, courir tout ça et créer des abus au mépris d'autres, secteurs professionnels et d'autres métiers. Autre sujet, mais quelle est la, perception d'un point de vue extérieur sur la guilde en France? Parce que, pour donner un exemple, j'ai vécu 2 ans au Canada et la guilde au Canada, elle a par exemple ce mythe de, à partir du moment où tu y as adhéré, de pouvoir t'amener plus facilement du travail. Est-ce qu'il y a quelque chose relatif à ça ici en France ou pas du tout? Je ne pense pas. Je pense que la guide, permet surtout à un scénariste émergent, quand il arrive à avoir les critères, qui sont pas de la guilde, de se retrouver au sein d'un écosystème qui est bienveillant pour lui, et qui, d'une certaine manière, lui donne de la légitimité. Ensuite,
avoir du boulot, c'est surtout qu'à l'intérieur de la guilde, enfin, en tout cas, pour moi, c'était ma démarche quand j'ai commencé. La guilde te trouve pas de boulot, mais parfois, elle te trouve une famille d'auteurs avec qui tu travailles et qui te permettent de partager un réseau. Enfin, tout ça est très classique, hein, et d'entrer sur une série parce que tu t'entends très bien avec un co-auteur, 2 co-auteurs, ou tu as travaillé ta Bible avec quelqu'un rencontré dans cet environnement-là. C'est surtout ça, en fait, le vrai sujet. Maintenant, est-ce que la guilde te fait bosser? Non. C'est pas parce que tu as l'étiquette guilde que tu vas trouver du travail, me semble-t-il. En revanche, pour construire ta famille d'écriture, enfin des gens avec qui il y a une connexion émotionnelle qui est là et qui permet de faire des belles choses, oui, pour ça, c'est important. C'est toujours dans un milieu où on est très isolé, les scénaristes sont aussi très égoïstes, hein, très autocentrés. Ils ont un peu de mal à comprendre que l'union fait la force. Parce qu'on est dans un environnement aussi concurrentiel, hein, c'est-à-dire qu'il y a du boulot, il y en a pas forcément pour tout le monde. Donc de toute façon, les places sont chères, mais quand même, à l'intérieur de la guilde, tu trouves le moyen, déjà de mieux comprendre ton industrie et ensuite de te créer des opportunités que tu aurais sans doute pas trouvées tout seul dans ton coin en démarchant, des prods et des diffs. Mais après, ça dépend vraiment des profils de chacun et des envies de chacun, quoi. Mais bon, non, pour répondre à ta question, je connais bien la grille canadienne, je suis pas sûr que ça soit si automatique que ça. Mmh. Et en plus, les guildes anglo-saxonnes, en fait, c'est à la fois la sécu, la SACD, la retraite, enfin bon, c'est des entités qui sont beaucoup plus complexes que nous, heu, et qui surtout, réussissent à faire du protectionnisme. C'est-à-dire, d'abord, il faut y adhérer pour pouvoir bosser. Déjà, aux États-Unis, sinon tu bosses pas. Et ce principe est là pour permettre la possibilité des grèves, qui est le seul outil, on va en parler, j'imagine, mais qui est le seul outil réel du rapport de force, hein, qui puisse pour obtenir des choses. C'est le seul outil qui fonctionne, enfin, de mon point de vue. Les Américains nous l'ont prouvé plusieurs fois. Et ensuite, ces syndicats, ces grosses guildes, ont tout le champ de ce qui concerne le social, la retraite, le pognon, chez les scénaristes. Donc on n'a pas du tout, nous, en fait, c'est comme si, on additionnait la sécu, la SACD, presque le CNC et la guilde, en fait. Donc pas du tout le même effet de levier. Et surtout, elles sont organisées pour pouvoir faire la grève, ces guildes. Elles sont organisées pour pouvoir dire à tout le monde: «Vous posez le stylo». Et comme ça, on va pouvoir négocier avec les producteurs, des accords, professionnels, dignes de ce nom. Et c'est la seule raison d'être des guildes américaines, par exemple. Ouais, Et c'est intéressant cette notion de greffe parce que, on l'a vu effectivement, tu le disais, hein, il y en a peut-être encore une qui se profile dans les tuyaux, aux États-Unis. Quand la guilde là-bas dit: «On pose le stylo», comme tu disais, tout s'arrête. C'est-à-dire que les productions, il y a plus de tournage, enfin plus personne n'a le droit de parler, c'est vraiment tout s'arrête. Nous en France, alors qu'on est un peu le pays de la grève, j'ai envie de dire dans certaines dans certains imaginaires, si demain, les scénaristes, tu vois, ceux qui nous regardent verront que j'ai un stylo, je pose mon stylo, qu'est-ce qui se passe? Alors, Est-ce il que y a la eu chaîne 2 fait: grèves. «Ah ah ah ah!» Eh ben, c'est pas grave. Non, non, il y a eu 2 grèves récentes, une plus ancienne, mais qui est liée à l'industrialisation du processus d'écriture. C'est-à-dire qu'il y a eu une grève sur Plus belle la vie à un moment donné, qui a permis d'obtenir des augmentations. Mais parce que, le fait de poser le stylo crée des problématiques industrielles derrière. C'est-à-dire que si les textes n'arrivent pas, la machine à produire des épisodes s'arrête. Donc, c'est l'outil de travail, en fait. Tu bloques la chaîne de production quand tu fais ça et tu le bloques tout de suite. Ça a marché. Gis va vous parler de la grève qu'il y a eu en anime, mais globalement, c'est plutôt le système industriel d'écriture qui permet la grève en France. Parce que si demain on demande à des gens qui sont sur des devs de 2 ans, de poser le stylo, effectivement, l'inertie est là. Et surtout, si on n'est que 2 à poser le stylo et qu'il y en a 8 qui continuent à bosser, la grève va pas fonctionner des masses. Et notre problème, il est là. Il est l'absence d'union des scénaristes, enfin la désunion des auteurs, et ce qui nous, est en interne en tout cas, est à mon avis la problématique la plus saillante et qui pose des problèmes fondamentaux. Mais tant qu'on n'est pas capable de s'unir pour dire: «Ouais, là, vraiment, on se fait baiser, il est temps de rentrer dans le rapport de force et de leur expliquer qu'on peut aussi bloquer, une industrie»,
Mais pour l'instant, je suis peu optimiste sur la possibilité d'un succès. En tout cas, on n'en a pas les moyens syndicaux. On est trop divisés et trop mal organisés pour ça. Juste pour, rembrayer, effectivement, il y a eu une grève en animation, lors de l'application de l'accord animation, qui a été signé en 2023. Ce qui avait été négocié, donc c'est des minima. Or, contrairement à l'accord, fiction, dans l'accord animation, il n'a pas été mentionné la possibilité, enfin le côté la commission d'agents. Est-ce que c'est en plus des minima? Est-ce que c'est en moins? Nous, lors de notre négociation, nous avons demandé à ce que ça soit comme dans l'accord fiction, hors com exclu, spécifié dans l'accord fiction, et les producteurs n'ont pas voulu le mettre. Donc il n'y a rien, il y a un silence dessus. Et ce qui s'est passé lors de l'application, de ces minima en septembre, 2023, eh ben, les productions, ils ont fait: «OK, c'est les minima et hop, on enlève la com d'agent pour les auteurs représentés». Donc les auteurs représentés n'étaient plus payés au Oui, tarif c'est ça, tu minimum. te retrouvais avec Heu, quoi? 10 en dessous, 10 voire 10. plus ouais. Donc les auteurs n'ont pas été contents, ils ont dit: «Mais moi attends, on m'a dit des minima et puis à ce que je touche, c'est pas des minima, c'est moins de min». Alors, il y a toute une problématique de la commission d'agents en animation. Les producteurs d'animation ne sont pas habitués, n'ont pas été habitués, contrairement à tous les usages en cinéma et en fiction ou même avec les acteurs, ils ne sont pas habitués à prendre en charge, de à cause de ces enveloppes d'écriture justement, ils ne veulent pas prendre en charge la commission des auteurs, qui sont peu représentés en animation. Donc ils ont relativement peu de poids et quand ils viennent négocier, ben, le producteur, enlève 10 à la somme d'argent, refuse de rajouter 10 pour que l'auteur touche, le tarif habituel. Et comme on avait, mis beaucoup d'espoir, nous les scénaristes d'animation, sur ces minima, quand les producteurs ont enlevé tout simplement 10 sur les minima, ça a fait un les auteurs se sont globalement sentis trahis et se sont plaints auprès de la guilde qui a dit: «Vous voyez, il fallait pas taire cette commission d'agents dans les accords, on a un problème». Et en fait, ça a été une espèce de grève complètement spontanée, dont beaucoup d'auteurs se sont montrés solidaires, y compris, des auteurs non représentés, y compris des directeurs d'écriture qui refusaient parce que les producteurs voyaient leur écriture bloquée et demandaient à des directeurs d'écriture d'engager des auteurs sans agent. Et des directeurs d'écriture ont dit: «Mais c'est pas correct par rapport à mon auteur, enfin, il y a un conflit, il faut le régler». Et là où effectivement cette, grève a eu, un vrai effet, c'est qu'en animation, on est très industrialisé et on arrive, avant tout le processus d'animation, les storyboards, l'animation, l'enregistrement des voix et cetera. Donc si on est en retard, toute la chaîne qui est derrière est en retard. Or la production, elle a booké des intermittents du spectacle, enfin c'est tout un vrai tremblement derrière. Et donc si l'écriture s'arrête, eh ben, ils sont coincés. Et donc il y a beaucoup de productions qui ont cédé on en voilà, c'est ce que disait Jean-André, dès qu'à partir du moment où on est dans un processus industriel et que le texte est attendu, ça marche. Si par contre, le texte n'est pas attendu, vous êtes sur un développement où il y a, 3 épisodes et que ça va être diffusé dans 4 ans et qu'il y a aucun intermittent du spectacle qui est booké pour le tournage, tout le monde s'en fout en fait. Il est là l'une des problématiques est là-dedans. La seconde problématique est en fait, par rapport à la WGA, c'est que, si vous n'êtes pas à la WGA, vous ne travaillez pas. Vous ne pouvez pas travailler. Il faut être, à la WGA pour bénéficier, des accords, et des tarifs négociés par la WGA qui sont signés avec des producteurs et les productions peuvent même refuser de vous embaucher si vous n'êtes pas à la WGA. Si vous n'êtes pas à la guise, le producteur, il vous embauche, mais il est content, il vous prend parce que, du coup, il ne sera pas embêté. Voilà, la différence, elle est surtout là. Tu parlais de la WGA avec le fait de ne pas pouvoir travailler si tu étais pas membre de la WGA, aux États-Unis. Est-ce qu'on peut pas imaginer en France, à un moment, que, la SACD et la guilde se mettent, en lien d'un commun accord? Ce qui ferait que peut-être, tu vois, ton adhésion de la guilde, elle est prise sur tes droits SACD que tu touches, tu vois, une fois tous les, 2-3 mois et obliger ainsi un rattachement au syndicat? Alors,
Ah, déjà en France, le corporatisme est interdit, hein. Tu peux pas obliger des gens à adhérer à une organisation et à obéir à leurs principes. Contrairement aux États-Unis, le principe des corporations fonctionne, à plein. Heu, ensuite, la SACD est une société de perception de droit, juridiquement. La nature juridique de la SACD. Donc je vois pas comment, en combinant guilde et SACD, heu, tu pourrais contraindre, parce qu'il y a pas d'autre mot, des scénaristes, par exemple, à poser le stylo pour une grève. Ça me Ou paraît alors en très option, tu vois? compliqué. Vu que, par exemple, tu vois, mais les droits d'adhésion SACD sont déjà prélevés directement sur tes perceptions. Est-ce qu'on pourrait pas cocher une petite case à SACD en disant: «Bah, tiens, je rejoins la guilde, c'est le prélevé là-dessus» et puis finalement, il y a moins de paperasse? Ou alors peut-être que en fait, je suis en train de me rendre compte Non, que non, je suis mais un gros dictateur, ça le tu sais? c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Tu devrais commencer une carrière de tyran Dictateur parce syndical. que T'es de parce que force. la SACD, elle regroupe des auteurs qui ont des œuvres qui sont diffusées, qui génèrent de l'argent. Mmh. C'est sa seule raison d'être. Elle peut pas obliger des gens, alors si, même si c'est une option, parce qu'il y a la SACD, elle aide un tas d'organisations syndicales, vu que on n'est déjà pas beaucoup, mais que dès quand on est 2, il y a une scission qui est pas loin, quoi. À 3, à 4, il y a une scission qui est jamais très loin. Donc de toute façon, elle ne peut pas privilégier une organisation syndicale par rapport à une autre. Donc il faudrait faire ça pour, la totalité des organisations qui sont soutenues par la SACD. Non, je suis désolé David, mais ça ne peut pas fonctionner comme ça. En revanche, un binôme fort entre, le syndicat qui s'occupe beaucoup de l'amont et la SACD qui s'occupe, de la perception de nos droits de diffusion. Oui, le plus ce binôme est fort, plus on se parle et plus on avance ensemble, meilleur le rapport de force est face aux diffuseurs et aux institutions culturelles. Donc ça, c'est une certitude, on l'a constaté dans toutes les négos. Ce qui marche bien, c'est Guild et SACD ensemble. On arrive à parfois à faire des choses très, très, très bien. Et quand on s'engueule, en règle générale, ça passe, beaucoup moins bien et on arrive, à rien. Mais on a besoin de ce binôme, syndicat plus SACD. Le fusionner, je pense que ça contredit, un tas de lois françaises, et surtout tu ne peux pas en France obliger des gens à faire une grève, tu vois? Ça n'existe pas. De Bon, toute j'irai façon, fonder mon propre pays quelque part ailleurs dans le monde. bah, écoute, il y a des postes qui se libèrent là, vers le Proche-Orient, tu peux essayer d'aller voir. Mais non, mais ça serait, je veux dire, moi j'en rêve depuis que je suis impliqué syndicalement, je rêverais qu'on ait la capacité de s'unir et parce que le seul moyen d'obtenir quelque chose, c'est ça. Il C'est y en ça. a pas d'autre. Sauf que là, aujourd'hui, tu vois, la guilde, en 10 ans d'existence, s'est scindée déjà en 3, quoi. Je veux dire, c'est comme s'il y avait une curse, une malédiction, sur le syndicalisme, des scénaristes français qui sont pas capables de faire autre chose que de se scinder en plusieurs parties dès qu'il y a un différend d'ordre, juridique, politique, philosophique parfois et c'est très dommage. Enfin, parce que ça nous affaiblit d'autant plus. Si on est déjà de toute façon fragile par essence, face à notre industrie, heu, notre capacité à nous diviser fait le bonheur des producteurs et des diffuseurs, évidemment. On l'a vu aux accords cinéma, on n'en a pas parlé, mais clairement, le fait qu'il y ait plusieurs organisations d'auteurs, et qui ont tous une vision différente, du monde, et le fait de pas être, capable de se mettre d'accord en amont pour aller voir les producteurs unis en disant: «Voilà ce qu'on veut», voilà, ça ne fonctionne pas. Enfin, c'est de toute façon un signe de faiblesse évident qui nous empêche, d'améliorer, pour moi, la situation des auteurs dans ce pays. Mais, alors je pense on est déjà pas mal, hein, et on a une situation plutôt, notamment en Europe, on a une situation privilégiée en France, hein. Il faut savoir qu'on est le pays, on est quand même le pays du CNC, du cinéma. Il y a des volumes de fiction qui sont nulle part ailleurs et puis surtout on a une SACD extrêmement puissante qui négocie des accords avec toutes les chaînes et qui nous permet de récupérer notre fric assez facilement sans qu'on ait besoin, nous, de feuilleter les programmes télé pour aller voir si notre œuvre est diffusée. Parce qu'il faut savoir que dans pas mal de pays d'Europe, c'est quand même comme ça que ça se passe. Les auteurs doivent aller, regarder bien vérifier que, ils ont été diffusés sur une obscure chaîne à 2 heures du matin pour pouvoir OK. ensuite réclamer leurs droits. Ça m'est arrivé sur un un doc pour France 5
qui avait été diffusée, mais alors qui avait été diffusée dans plein de pays, mais vraiment obscurs. Et je m'étais rapproché du coup de l'organisme et qui m'a dit: «Mais en fait, c'est à l'auteur d'aller chercher les droits, les attestations de diffusion». Je me Mmh. dis: «Alors, je crois qu'il devait y avoir, tu vois, genre, Kazakhstan, Angola et je sais pas et Costa Rica» et je me suis dit: «Mais comment moi je fais en fait? Impossible, C'est c'est ça. impossible». Non, non, mais c'est pour ça que je dis qu'on est un pays privilégié, que s'il faut être scénariste en Europe, il faut être scénariste en France. Alors pour prendre c'est presque le seul pays d'Europe où il y a une classe moyenne des scénaristes, c'est-à-dire des gens qui peuvent en vivre très correctement, et suffisamment nombreux sans avoir un double métier. Parce que, il suffit d'aller, une fois à une réunion de la Fédération des scénaristes européens pour réaliser à quel point on est privilégié, quand même. Que ce soit par le volume de fiction produite, que par les différentes protections dont on bénéficie et surtout notre capacité à aller chercher notre argent, c'est-à-dire les droits de diffusion via la SACD. Juste, je compléterai cet élément-là sur la WGA, et d'un modèle, en tout cas, dont on pourrait s'inspirer. Moi, pour avoir travaillé sur des séries internationales avec des auteurs américains, les auteurs américains qui travaillaient sur des projets français n'étaient pas à la WGA ni à la Writers Guild of Animation parce qu'ils étaient trop débutants ou autres, et ils étaient extrêmement critiques vis-à-vis de la WGA ou la Writers Guild of Animation parce qu'en fait, ils disaient: «Mais c'est un ramassis de privilégiés, si on peut pas, si on n'y peut pas y rentrer, on peut pas travailler, ça me coupe tout». Enfin, c'est donc ça a ce côté, on va dire, force de frappe, effectivement, est très efficace, mais peut aussi porter le flanc, aux critiques. Non, mais à partir du moment où vous avez une organisation corporatiste à laquelle on est obligé d'adhérer pour bosser, je veux dire, il y a des voix qui vont s'élever pour dire, «Ça me fait chier, pourquoi?» Donc bon, de toute façon, toute organisation humaine ne génère pas Tout à fait. que des louanges et voilà, c'est pas fait pour ça. Pour moi, la guilde, c'est un outil, tu vois? Je suis pas émotionnellement connecté à la guilde, c'est un outil au service des scénaristes. Et cet outil, il doit être efficace et quand il y a division, il l'est beaucoup moins. Et là, ça devient chiant, quoi. Ça devient, parce qu'il faut comprendre dans quel univers on est, quoi, et avec qui on travaille, me semble-t-il. Depuis 2010, donc la recréation de la guilde, hem, selon vous, quel est le plus grand succès, le plus grand gain de cause que la guilde a pu avoir par rapport aux scénaristes? Ah bah, les accords, Les fiction, accords. animation, ouais. Mmh. C'est la raison d'être de la guilde aussi, c'est de signer des accords, c'est ce que disait Ghislaine au début. Il faut bien comprendre que, on essaie d'encadrer nos pratiques, en fait, et de pas être la variable d'ajustement en cas de coup de grisou, en cas de moments plus compliqués, que de pas qu'un producteur se dise pas, quand il élabore le budget de son film: «Ah bah, je vais passer, l'enveloppe de 4 d'écriture, je vais la passer à 2 pour gratter 2 parce que je sais que c'est là où je peux trouver des gens capables d'accepter, d'être mal rémunérés pour le même travail. Donc voilà, c'est notre volonté, elle est d'encadrer, ces pratiques et d'assurer, une rémunération minimale aux scénaristes. Donc oui, c'est les accords, c'est la raison d'être. Si on n'est pas là pour signer des accords, franchement, ça c'est pas pour moi, ça je vois pas à quoi ça servirait d'autre, mais bon. Et dans un système où, en fait, on est sur du, droit, c'est du contractuel de personne à production. Le pouvoir, en fait, il est enfin, c'est le pot de terre contre le pot de fer, donc il n'y a que les accords collectifs où on se met tous ensemble pour dire aux producteurs: «Ça, on n'en veut pas, c'est inacceptable» et comment on fait évoluer les choses d'accord en accord qui ne peut fonctionner. Parce que, nous justement, nous sommes des indépendants, nous sommes des artistes-auteurs indépendants. Donc seule face à un producteur, mon contrat, comment je le négocie? Je le négocie à l'aune de, ma réputation, mon expertise, mais s'il a envie de me payer 2 €, il me paie 2 €. Et là, je fais quoi? Bah, je dis: «Non» et je travaille pas. Alors qu'avec des accords collectifs, on, régule, on met un cadre, ce qu'a dit, Jean-André, on met un cadre et c'est ce cadre-là qu'on ne peut que faire évoluer et le cadre, il est jamais suffisant. Faut jamais se satisfaire du cadre qu'on a. À partir du Mmh. moment où on est satisfait, c'est fini, faut arrêter le syndicalisme. Autre, grosse thématique, les VSS, tu en as parlé un petit peu, Ghislaine, au début de nos échanges. Hem, Aujourd'hui, comment la guilde, peut,
soutenir quelqu'un qui en est témoin, qui en est victime? Quel est le rôle de la guilde vis-à-vis de ça? Et comment aussi c'est 4 questions en une, c'est, horrible ce que je fais. Et comment s'est passé aussi le passage à la commission, où du coup vous avez eu une grosse prise de parole et vous avez vraiment marqué le coup? Alors déjà, le passage à la commission, ça a été vraiment, oui, c'est un jalon parce qu'en fait, déjà, on était effectivement plusieurs, organisations et on a dit la même chose. Enfin, on était, tout à fait en symbiose, sur ce sujet. Heu, Parce qu'on était en symbiose et parce qu'aussi on a porté la voix des scénaristes, le rapporteur de la commission nous a entendus. Quand on voit le rapport, il y a quand même tout un chapitre dédié aux scénaristes, enfin, alors que c'était inattendu. Quand nous, on a été invités à l'audition, il faut quand même, le préciser, la question qui nous a été posée d'abord, quand on a reçu l'email et les questions et cetera, c'est la responsabilité du scénariste et du scénario dans les VHSS dont sont victimes les actrices. C'est nous qui écrivons les VHSS. C'était ça, en fait, la D'accord. Ah problématique. ouais. Et nous, on est arrivés, on dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Mmh. Nous sommes aussi des victimes». Et on a expliqué pourquoi nous sommes aussi des victimes, donc la façon dont, les abus de pouvoir se structurent et cetera et cetera. Mais la question qui venait en premier, c'était: «Nous écrivons des scènes dangereuses pour les actrices». Voilà, donc on a retourné déjà, on a réussi à retourner cet argumentaire. Nous avons effectivement été, très bien traités dans le rapport. Maintenant la question c'est, effectivement, comme nous ne sommes pas des salariés et que notre, rapport est uniquement contractuel, un contrat de droit privé, avec un producteur, comment on nous protège de ça? Donc c'est la deuxième question. Alors le seul outil dont on bénéficie à l'heure actuelle, c'est aller au pénal. Donc la guilde peut accompagner évidemment, un ou une scénariste qui serait victime et l'accompagner au pénal, l'aider et cetera. Heu, pour nous, c'est pas suffisant. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire depuis, maintenant, 1 an et demi, qu'on est sur ce sujet, c'est on travaille notamment avec d'autres organisations, dont le SCA, mais aussi, le syndicat des scénaristes. On réfléchit à comment, en fait, on articule une protection, heu, qui permette à un scénariste ou à une scénariste qui est, sous contrat de commande, d'être protégé, vis-à-vis des agressions, sexistes et sexuelles. Et on a 2 axes potentiels. Alors on travaille avec le ministère de la Culture pour, voir s'il n'y a pas tout simplement possibilité, d'étendre un décret, qui protège les salariés et de l'étendre aux scénaristes. Par exemple, je vous l'apprendrai peut-être, mais, en cas de redressement judiciaire, il y a un décret ministériel qui date de 2021 et qui dit que, les scénaristes bénéficient des mêmes privilèges que les salariés en cas de redressement judiciaire et donc le paiement de leur minimum garanti, des échéances qui leur sont dues, doivent être traités comme du salaire. Voilà, c'est simple. Donc on pose la question au ministère de la Culture, est-ce que un décret de ce type-là, pourrait être appliqué aux scénaristes et que les scénaristes bénéficient des mêmes privilèges que les salariés au regard des VHSS? C'est à l'étude actuellement. Le deuxième axe qu'on étudie, si ce décret n'est pas, adaptable, le 2e axe qu'on étudie, c'est tout simplement des clauses contractuelles et pareil, avoir des accords interprofessionnels avec les producteurs qui garantissent contractuellement qu'en cas, de signalement, le producteur doit diligenter une enquête, enfin avec les mêmes éléments en fait qui protègent les salariés et dans tous les cas, salariés ou pas salariés, à partir du moment où il y a une agression sexuelle, de toute façon, il va falloir aller au pénal. Mmh. Voilà. Et là, la guilde peut accompagner. Je précise aussi que la guilde, on a adhéré à MeToo-Media. Et à ce titre, nous pouvons aider, enfin l'articuler avec MeToo-Media pour, faire bénéficier aux victimes, de cellules d'écoute, en plus de la cellule d'écoute audience, de partage d'expérience avec d'autres victimes, et cetera. Enfin, tout ce qu'apporte, l'association et bien évidemment la médiatisation potentielle d'un cas dans le cadre où la victime le souhaiterait. Voilà. Et est-ce que tu sens qu'il y a quand même un changement, à ce niveau-là, une évolution positive? Moi, je sais pas, enfin, j'ai une société de production, audiovisuelle aussi à côté où je fais du doc et du flux et c'est vrai que je suis, beaucoup plus vigilant maintenant que, alors je dirais pas que par le passé, mais en tout cas, j'ai pris conscience
tu vois, de faire très attention à ça, d'être vigilant et de rien laisser passer. Mais est-ce que c'est la norme aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a encore des cas où tu tombes de ton siège en te disant: mais c'est pas possible, cette personne n'a jamais allumé un poste de télévision ou alors a été éduquée, à la truelle, quoi?» Alors ça évolue évidemment, plus on en parle, plus on fait de sensibilisation, plus on fait de formation au VHSS dans les sociétés ou autres, plus ça change. Après, à partir du moment où tu as un rapport de pouvoir sur une autre personne, tu peux avoir un abus et donc il est de la responsabilité individuelle, mais aussi professionnelle des producteurs, des réalisateurs, enfin des gens qui sont en situation de pouvoir, de faire attention à ça. Par contre, je pense qu'on va avoir de plus en plus de signalements, de témoignages et que ces choses-là oui, vont être pointées du doigt et traitées. Mais oui, il y a une évolution positive, faut pas lâcher. Et nous, ce qui nous, entre guillemets, «nous préoccupe», à la guilde, c'est que, voilà, ça fait, un peu plus d'un an maintenant que le rapport, a été rendu. Il y a eu un plan, qui a été fait par Rachida Dati, la ministre de la culture, avec, le CNC, beaucoup de choses qui ont été mises en place qui sont super, sauf qu'il y a le trou dans la raquette, c'est les scénaristes, c'est les auteurs, c'est tous les gens qui sont pas salariés. Donc il faut pas lâcher. On est encore en train de travailler dessus. On espère que ça va aboutir, prochainement, mais enfin on est comme des pitbulls là-dessus parce que si on laisse retomber la pression, ça risque de partir aux oubliettes évidemment. Et c'est inhérent à la fragilité économique, et contractuelle du scénariste, hein. Tout est lié, en fait. Les accords sont liés à ce type de violence aussi. Enfin bon, on se retrouve à chaque fois dans une espèce d'écosystème. C'est pas du tout étanche, hein. C'est le cœur de la guilde aussi. C'est concomitant complètement, Mmh. complètement. Pour parler un petit peu, plus, des tarifs, et ce genre de choses, hem, est-ce que le tarif de l'option a bougé, de façon générale? Est-ce qu'il y a un tarif minimum pour payer une option? Hem Et est-ce que justement, en fait, je me posais la question, quand est-ce qu'un scénariste, junior passe senior aux yeux, de l'industrie? Alors 1, non, il y a pas de tarif d'option et 2, j'en sais rien. C'est surtout le nombre de diffs. Moi, j'ai l'impression que c'est ta fichier MDB qui fait, ou Allociné qui fait ta réputation, quoi. C'est qu'est-ce que tu as fait, c'est tout. Donc si tu as la chance de participer à soit un succès, d'estime, ou public ou populaire, bah, tu deviens senior de cette manière-là. Il y a pas de c'est très simple en fait, hein. Enfin, c'est l'accumulation d'expériences, et de projets qui va faire qu'à un moment donné, tu es considéré comme un scénariste senior. Et pour revenir sur l'option, non, il y a pas de tarif, négocié. En revanche, je sais pas moi, partez du principe, là, les scénaristes qui nous écoutent, que vous êtes toujours mal payés. Il faut être mieux payé, il faut être payé au maximum. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est dur à dire, je sais que quand tu rêves que ton projet soit pris, tu es prêt à accepter des conditions, minimales, mais quand même quoi, dire non souvent ça génère, hein. Demander plus, ça génère du respect. Dire non, ça génère du respect. Ne pensez pas que, vous allez être blacklisté demain matin parce que vous réclamez plus d'argent. Les producteurs parlent d'argent toute la journée. Ils parleront d'argent avec vous, comme avec les comédiens, comme avec les réalisateurs. Donc ayez toujours le sentiment d'être mal payé. Enfin, vivez avec ça, quoi, pour toujours demander plus. Une option, ça se négocie aussi. Un producteur qui veut une option, bon, bah, s'il veut une option, c'est qu'il aime, le projet. S'il aime le projet, il va être prêt à payer. Mais même 500, 1000 balles de plus, n'hésitez pas à négocier, quoi. C'est le principe, hein. Là, c'est intéressant parce que tu soulignes aussi quelque chose, c'est la place de l'agent. C'est vrai que c'est quand même un rôle qui permet de déléguer beaucoup ça. Nous, on le fait beaucoup avec Maxence, salut Christelle, Graillot, notre agent. Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que en fait, la patate chaude, tu la passes à côté, en fait. Et est-ce que, pour en revenir à ça, quelle est la place de vos relations, entre la guilde et les agents? Cette phrase n'était absolument pas française, mais les auditeurs et les auditrices l'auront compris. Bah, on travaille avec le Heu, SFAL, qui est le syndicat français des agents, Moi, littéraires. j'adore les acronymes, le SFAL, déjà, tu Ouais, dis. moi aussi, enfin, je suis un grand fan. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on a tout fait pour que la guilde ne devienne pas un acronyme et que Oui. tout le monde parle de la guilde. Non, non, mais je Ouais, note, ouais, bien, tu raison, note-le ouais. parce que ça a été un vrai combat de ne pas se transformer en En GFS ou un truc, tu vois?
et donc on a gardé la guilde. Donc ça se travaille et donc on peut y arriver. C'est voilà. Non, bah, les agents, il y a le SFAL, mais les agents, c'est pareil, ce sont des acteurs de droit privé qui interviennent, pas forcément dans nos accords parce qu'ils sont pas directement concernés, donc c'est toujours un peu compliqué. Après la relation, on peut passer des heures à parler de la relation du scénariste à son agent, hein, c'est un vrai sujet. C'est une relation à un agent, enfin, moi j'ai le même agent depuis 25 ans, je pense. Donc pour le coup, je suis plutôt fidèle et loyal et je préfère, même quand ça va pas et qu'il y a eu des problèmes, enfin bon, voilà, j'ai cette chance-là, ce qui fait que j'ai quelqu'un qui me connaît par cœur et c'est très agréable. Après, moi, j'ai pas de problème à parler pognon avec les producteurs. C'est vraiment, plutôt que de commencer à se parler en se disant: «Ah ouais, ça serait bien qu'on fasse ça, machin, tout ça». Si je pense qu'en face de moi, j'ai quelqu'un, qui dès qu'on va passer à l'étape contractuelle, ça va être compliqué et financière, je lâche l'affaire. C'est-à-dire, je Mmh. passe pas 6 mois, pour me retrouver dans une situation avec des gens qui proposent rien pour beaucoup de boulot. Parce qu'on sait malheureusement que le gros du boulot, dans un développement de série, c'est le début et c'est le début qui est pas payé, quoi. Et c'est là où toi, tu vas mettre le plus de temps et le plus de jus de cerveau pour essayer de sortir quelque chose qui tienne la route et voilà et c'est là où il y a le moins d'argent. Donc c'est ultra fatigant, quoi. Ça marche mal. Moi, j'avoue, je préfère lâcher J'ai cru que tu dire: «Je la préfère avoir partie. plein de pognon et tout», mais non. Non, non, oui, Mais si, si, j'aime bien avoir mais plein ça de pognon. Mais non, mais je préfère laisser effectivement mon agent, parler argent parce que dans l'animation, on est plus fragile aussi pour les négociations. Alors, je parle pas forcément au niveau des épisodes, mais plus au niveau des commandes de bible ou, les commandes de séries. Bon là, ou de la direction d'écriture puisque mon agent négocie aussi mes directions d'écriture. Donc là, je préfère effectivement, laisser parler mon agent sur les tarifs, de peur de dire des bêtises parce que souvent même il obtient mieux que ce que j'aurais demandé, donc je laisse faire. Par contre, là où j'ai envie d'insister sur ce qu'a dit, Jean-André, et ça vaut pas que pour la fiction, ça vaut pas que pour le cinéma. En animation aussi, lorsqu'on négocie, des projets, lorsqu'on nous propose, des séries, à des tarifs ou à des conditions, juste intolérables, il faut dire non. Il faut oser dire non. Le non, c'est le seul pouvoir que l'on a, en fait. Et le non, c'est se rendre désirable aussi. Heu, à partir du moment où j'ai appris à dire non, les producteurs se sont mis à m'appeler. Je suis pas une star, enfin mais ça intrigue, dire: «Ah, si elle dit non, c'est qu'elle a autre chose. Donc si elle a autre chose, c'est que, elle est compétente, c'est qu'on la réclame, c'est que» et plus je dis non, plus on me donne. Enfin, on me prête qu'aux riches, hein, c'est très connu, mais plus vous êtes occupé, plus vous Ah mais donnez l'impression d'être tu occupé. complètement raison. On en a parlé beaucoup avec Maxence et puis d'autres invités. C'est ce qu'on appelle le personal branding ou le storytelling personnel maintenant, mais c'est vrai que tu as l'impression que plus tu crées en fait, ça crée du désir que de dire non, en fait. C'est étonnant, en fait, la nature humaine, tu vois? Tu te dis: «Mais pourquoi?» Et le non, c'est un sacrifice nécessaire. C'est-à-dire que parfois, on va dire non et on va louper une opportunité, beh, tant pis pour nous. Mais cette opportunité, c'est un sacrifice qu'on a fait pour obtenir mieux, ou pour obtenir une meilleure opportunité ou plus d'argent ou plus, et pour se faire respecter. Donc il faut pas hésiter à sacrifier des projets, à sacrifier des opportunités, et à sauvegarder aussi sa dignité, plutôt que d'accepter n'importe quoi, d'accepter tout et de se retrouver, ben, voilà, incapable de négocier quoi que ce soit. Donc je plus sois, comme on dit sur les réseaux sociaux, ce qu'a dit Jean-André, et ça vaut vraiment pour tous les répertoires. N'hésitez pas à dire non, osez dire non. Mmh. Et surtout, il faut analyser la situation, je veux dire, parce que le producteur, c'est pas une entité indistincte de gens qui se ressemblent tous, hein. Bien sûr que non. Moi, il y a des gens que je trouve excellents producteurs, que d'autres détestent. Enfin bon, c'est vraiment des relations qui sont très personnelles et qui permettent beaucoup de choses. Enfin, je répète à quel point je crois en le binôme producteur-auteur, qui est au cœur de tout. Et il y a des gens, c'est des gens comme les autres avec qui on peut discuter. Alors parfois, là, les gros groupes, en ce moment, c'est plus compliqué parce qu'ils délèguent le back-office à des services juridiques qui, eux, n'ont pas d'état d'âme. Mais il n'empêche que votre relation avec le producteur, et quand vous sentez pas quelqu'un, ou voilà, c'est la vie aussi. Moi, je dis non souvent, mais parce que je sens pas la personne que j'ai en face. Il m'est arrivé d'accepter des projets juste par plaisir à des tarifs
indécent, où mon agent me disait: «Surtout, tu signes pas ça» et je lui disais: «Si, si, tu vas me négocier ce contrat, s'il te plaît, je veux le faire». Donc c'est pas enfin voilà, tout ça s'analyse aussi à l'aune de qui vous avez en face de vous. Je veux dire, tous les producteurs ne se ressemblent pas. Qui est capable de porter tel projet? Enfin moi, quand je sais que quand j'ai un projet, je sais tout de suite qui je vais aller voir en priorité parce que je sais que c'est le type de sujet, qui va intéresser. Bah, je veux dire, c'est aussi une des qualités du scénariste de comprendre qui est son producteur. Même quand c'est un groupe, enfin, tout ça, c'est quand même des liens et des interactions humaines avant tout, quoi, à prendre en compte. Dont l'argent fait partie. Je veux dire, on peut effectivement laisser il faut laisser d'ailleurs, moi, ça dépend des gens, hein. Il y a des gens, que je laisse mon agent gérer. Il y en a d'autres, je préfère en un rendez-vous, en 1 heure et demie, en lui disant: «Écoute, je te fais ça pour tant, est-ce que tu es d'accord?» J'ai pas perdu 6 mois à la con de négociation de contrat, avec des propositions, indécentes et voilà et en 1 heure et demie, je sais et j'appelle mon agent, je lui dis: «Voilà, je vais faire ça à tel prix». Elle négocie pas, elle prend. Mais moi, je perds pas de temps. Parce que Mmh. je trouve que les temps d'élaboration des contrats, je parle même pas des paiements, mais les temps d'élaboration des contrats sont tels qu'on finit par se retrouver dans cette situation très inconfortable où nous, on a travaillé pendant 2 mois et là, le contrat arrive et on se rend compte que, la proposition est dégueulasse, que, toutes les clauses, il faudrait les faire sauter. Enfin bon, évitons de perdre ces temps-là, en fait. C'est là, moi, où j'essaie je veux dire, c'est précieux le temps, hein, quand même, dans nos métiers. C'est ce qui c'est de l'argent pour nous et puis c'est du temps de vie aussi, donc je supporte pas ces temps-là qui font que d'un coup on réalise qu'on est parti sur un truc, qui va être sous-payé, et avec des clauses inacceptables. Pour continuer sur cette relation, producteur, auteur, s'il y avait une clause obligatoire à mettre dans tous les contrats entre ces 2 personnes et qui consoliderait cette relation, ça serait laquelle? Ah la question, Maxence, la question, Mais ceux qui nous écoutent savent que Maxence, c'est la question. En général, c'est toujours la question qui vient. pour moi, alors on va parler des RNPP puisqu'il s'agit d'être intéressé à l'exploitation de son œuvre, une fois qu'elle est donc là, on parle d'une œuvre qui a été fabriquée, écrite, fabriquée, diffusée, et c'est un carton sauf que c'est un carton dont les scénaristes, ne voient pas la couleur. Pour moi, ça serait ce travail sur les taux de RNPP qui sont aujourd'hui symboliques et qui font que le partage de la valeur n'est pas à la hauteur de ce que je voudrais pour les scénaristes. Et je parle de succès, hein, je parle pas de systématisme. C'est pas parce que, tu fais une série, OK, elle est diffusée, mais bon, elle passe sous les radars, mais quand tu fais un succès, il faut absolument que ce succès, heu, que tu en touches, quelques miettes à minima. En cinéma, c'est plus facile de mettre des clauses, notamment dans rémunération après amortissement, ou, au premier euro, enfin bon, ou, des bonus. Enfin, il y a des possibilités qui n'existent pas sur le succès, qui n'existent pas en télé, où la tendance au formatage et ensuite à l'exploitation de l'œuvre, c'est tout le sujet du débat sur les accords transparence, sur lesquels on doit replancher à nouveau. Mais clairement, moi, c'est à cet endroit-là, c'est cette clause-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es, à l'origine, où tu as participé à une série, ou un film qui cartonne, il faut que cette rémunération, il faut que tu touches. Je veux dire, tout le monde se gave, enfin se gave, j'aime pas cette expression, mais en tout cas, tout le monde touche le bénéfice de l'exploitation de l'œuvre, sauf le scénariste, c'est pas possible. Moi, c'est à cet endroit-là où, je pense que, on se bat pas suffisamment, où on n'a pas trouvé, en tout cas, d'effet de levier qui permettrait, alors ça se fait en négociation individuelle, c'est-à-dire qu'en négo individuel, tu peux tout à fait dans ton contrat mettre des clauses, liées au succès. En plus, souvent, comme, le succès, c'est l'exception, alors, c'est rarement la règle, le succès étant l'exception, les producteurs sont plus enclins à signer des clauses, sur de l'argent qui n'existe pas encore. C'est plus facile, tu vois, que d'augmenter ton prix de l'option, par exemple. Ça va lui coûter tout de suite. Donc, anticiper le succès, on ne sait jamais, ça peut marcher. Donc, essayez de voir avec votre agent le type de clause qui pourrait vous rapporter une fois que l'œuvre est exploitée. Mmh. J'ai des films qui ont bien marché au cinéma il y a 15 ans, qui me rapportent toujours de l'argent et pas juste quelques dizaines d'euros, quoi. Donc, et je parle pas de droits de diffusion, hein, je parle pas de droits SACD, je parle de leur exploitation.
Mmh. Quand ils sont revenus à une chaîne de télé, quand ils repassent, sur TF1 en prime, tout ça, la chaîne achète le film une nouvelle fois, puisqu'elle a épuisé les droits qu'elle a eus au moment où elle l'a financé. Elle rachète le film, j'en sais rien, 300 000, 400 000, 500 000, et là, j'ai un pourcentage. Donc il faut que les scénaristes comprennent comment fonctionne, aussi, le business. Alors, David, tu es producteur, tu sais très bien comment tu rentabilises tes docs et ce que génère leur exploitation. Et c'est à ces endroits-là où je crois qu'il faudrait qu'on réussisse à ce que le succès génère de la valeur pour les scénaristes. Voilà. Gis, si tu as une autre idée, vas-y. C'est une bonne réponse. Ça m'a permis quand même de réfléchir à quelque chose de différent, pour pas dire pareil, pour dire: «Ouais, comme Jean-André», même si c'est très, très juste. Mais moi je dirais, une clause qui dit que, le producteur, sauf accord de l'auteur, n'a pas le droit d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer, sur la base d'un projet, sur la base du projet, dont le contrat est l'objet, pour générer des pitchs, des suites, de produits dérivés et cetera. C'est-à-dire que protégeons la suite de notre travail protégeons notre métier et protégeons la suite de notre engagement sur le projet. C'est-à-dire, quand on voit effectivement maintenant, des producteurs qui, sont tentés par l'idée de se dire: «Tiens, je vais faire un spin-off, avec l'IA, je passe pas par le scénariste», ça serait bien d'éviter. Mmh. Voilà. On va arriver tout doucement à la fin de notre entretien, donc on va se laisser une petite question, Maxence et moi. Depuis quelques épisodes, j'ai une nouvelle formule. Moi, je vous propose mes 2 dernières questions et je vous propose de choisir à laquelle vous voulez répondre. La première, c'est, un chômage pour les scénaristes ou 2, le scandale des points retraite? Ouais, je sais, c'est un peu papa ou maman, hein. Très honnêtement, j'avoue qu'on n'a pas eu le temps de les aborder et voilà. Mais alors pour résumer vite fait pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, il était question et il est toujours question qu'il y ait l'équivalent comme l'intermittence pour les intermittents du spectacle, d'avoir un équivalent pour les scénaristes. J'imagine à partir d'un certain, volume de rémunération à l'année. Je pense que c'était un peu ça le principe. Ou, tous ces points retraite, qui ont disparu chez les auteurs, dont je suis moi concerné, ma compagne est concernée aussi, elle a perdu 10 ans, heu et Je suis concernée aussi. ah ouais, bah, bon, bah, voilà. Bah, écoute, on ira faire des des soupes ensemble pendant nos retraites. À moins que chacun veuille s'emparer d'un sujet et nous apporter une réponse peut-être? Je suis plus proche de la retraite que Gis. Bah, vas-y, sur la retraite, Alors Non, que non, tu as mais je parlerai alors que tu as à peine 17 ans, Jean-André. Ouais, c'est ça. Et non, mais je parlerai bien des 2 parce que les 2 sont passionnants et que ça a généré beaucoup de débats, pour le coup, et chez nous aussi, hein, donc Si non, on peut, Maxence, ça te va? Oui, non, pas de mais souci. sur les points retraite, enfin, c'est clairement un scandale ce qui s'est C'est un passé. Mais scandale, ouais. c'est un scandale, mais alors je vais être aussi très honnête. Moi, je suis concerné sur 2 ans, je crois, 2007 ou 2008 ou 2006, 2005, tout simplement parce que je me souviens très bien quand j'ai commencé à avoir, des un volume de rémunération de droits d'auteur suffisant, j'ai reçu une lettre pour me demander de choisir et j'avais pas envie de payer des cotisations retraite et je l'ai pas fait, j'ai attendu 2 ans. Heu, donc je vais pas être non plus, j'ai été, ils l'ont pas fait automatiquement, ça c'est clair. Ils auraient dû, prévenir tout le monde qu'automatiquement, au-delà d'un certain niveau, tu passais en cotisation, je sais pas quoi. Mais je me souviens très bien quand même avoir reçu un courrier et que, j'avais tellement peu de thunes, une pension alimentaire et 2 gosses, que je t'avoue que je me suis dit, à 35 ans: «Bon, la retraite, c'est pas pour tout de suite, quoi». Mmh. Donc voilà, je vais être très honnête mais clairement, c'était de la responsabilité de la GESA de presque automatiquement de faire cotiser les auteurs et de pas les laisser, au minima, ce qui fait qu'on arrive à la situation d'aujourd'hui. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il faudrait rattraper le coup. Je pense qu'il faudrait que la SACD propose 5 000 € de rachat par an, je crois. Il y a un dispositif qui a été proposé, propose de racheter, mais oui, c'est clairement mal géré. De toute façon, tu lis le rapport de la Cour des comptes, tu as envie de te flinguer, hein, sur la GSA. Donc voilà, mais il y a pas grand-chose à dire. En revanche, sur l'assurance chômage, il y a un paquet de trucs à dire.
Ghislaine, tu veux compléter effectivement sur Ouais. la partie, retraite? Parce que et pour compléter juste ce que disait Jean-André, c'est qu'en plus effectivement tu peux racheter tes trimestres et je crois que la SACD, tu peux aujourd'hui être financé jusqu'à moitié de cette somme-là. Mais apparemment, ça a l'air d'être un parcours du combattant sur les quelques camarades qui ont tenté qui en tout cas qui sont dans ce truc-là, ouais. Et il faut être à 2 ans de la retraite, hein. En plus, c'est ça. Juste par rapport à cette histoire de désdosage, bon, j'imagine que vous posez la question parce que ça a fait énormément de bruit cette année. Enfin, ça il y a une espèce de grand intersyndicale qui s'est montée autour de ça pour dénoncer. Alors la Guilde, elle a dénoncé, c'est pas nouveau ce truc, on le découvre pas. Mmh. Déjà en 2014, en 2017, la Guilde publiait, «Oui, c'est un scandale». La Guilde, fait partie du conseil d'administration de la 2S2A qui a été montée pour remplacer la GSA. Enfin, et cette 2A, elle est en construction. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont enfin les organisations qui sont à ce conseil d'administration s'entendent pas. C'est un vrai champ de bataille pour, débattre, pour savoir comment on fait les choses et cetera et on s'entend pas sur la façon de faire les choses. On s'entend sur le diagnostic, on s'entend sur le scandale. Personne ne dit: «C'est normal», personne la question, c'est comment on traite le sujet et une partie, de ces organisations ont décidé d'attaquer, gratuitement comme ça, les organisations qui ne sont pas d'accord avec elles. C'est leur prérogative. Mais moi, voilà, je le dis en tant que présidente de la Guilde, je suis, abasourdie par l'étendue des doigts pointés, sur la Guilde et sur la SACD ou autre, alors qu'on est tous dans le même bateau et qu'on essaie tous de travailler dans la même option. C'est-à-dire qu'effectivement, éviter que ça se reproduise, construire la meilleure sécurité sociale possible pour les auteurs et permettre à ceux qui ont été lésés de pouvoir racheter leurs points. Comme je disais, j'en fais partie. On a plusieurs, membres élus de la Guilde qui sont aussi dans la même, configuration et qui ont été lésés. Enfin, on n'est pas du côté des méchants. Donc voilà, ça c'était pour mettre un petit peu les points sur les i c'est un scandale et oui, on a raison de scandaliser et d'être outré. On l'a été, on l'est encore, mais la façon dont c'est fait là maintenant n'est pas la plus, je trouve, constructive, qui existe. Voilà. Et sur cette possible mise en place d'une indemnisation, alors je sais pas comment on l'appelle, est-ce que c'est une intermittence scénaristique? Est-ce que c'est un dédommagement mensuel? Quels sont les termes et comment vous voyez ça, vous? Alors, il y a eu une proposition de loi qui s'appelait la, proposition de loi continuité de revenus de Monique de Marco, qui a été débattue d'ailleurs au Sénat et rejetée au Sénat. Là aussi, c'est une proposition de loi qui a été portée à la base par, je crois que c'est une vieille proposition de loi qui vient des plasticiens, parce que ça ne concerne pas que les scénaristes, ça Mmh. concerne tous les artistes-auteurs et l'idée, qui a été défendue par, certains de nos collègues et qui est évidemment, heu intéressante en soi, c'est de dire que comment on répond à la précarité des artistes-auteurs et comment nous, voilà, scénaristes, on répond à la précarité des scénaristes qui, a pour, conséquence, notre dépendance économique, de difficulté à négocier des contrats, on est obligé d'accepter n'importe quoi, on se retrouve victime de VHSS. Cette précarité, elle a des conséquences très claires pour nous et comment on lutte contre ça? La proposition qui est faite, c'est en gros de, donner effectivement une forme de chômage de type intermittence qui serait géré par l'UNEDIC. C'est sans précédent parce qu'en fait, nous sommes des artistes-auteurs indépendants. Il y a 2 points. Le 1er point, c'est on est des indépendants. Là, tout d'un coup, on a l'UNEDIC qui, finance l'assurance chômage de, salariés et il faut se poser la question de la subordination face à un employeur. Il y a, beaucoup d'indépendants qui ne sont pas scénaristes, qui se disent: «Bah, alors qu'est-ce que c'est que ces scénaristes ces artistes-auteurs qui tout d'un coup, parce qu'ils sont indépendants, vont se retrouver avec du chômage?» Donc ça ouvre une espèce de boîte de Pandore, au niveau du salariat qui n'est pas, de la gestion, en tout cas par, l'UNEDIC de la chose, qui pose question. Cette question, on la pose. C'est manifestement ce qui a posé problème au Sénat. L'UNEDIC n'était pas, comment dire? Favorable au fait de gérer ça. La deuxième chose, c'est le financement de cette opération.
la proposition de loi, même si des amendements ont été déposés pour que ce soit 900 SMIC horaires et non plus un seuil glissant de 300 à 600, elle a été rejetée quand même. Donc, la question du financement, elle est fondamentale. C'est qui paye? Qui va payer? Est-ce que c'est les artistes-auteurs? Est-ce que c'est, là aussi, les cotisations diffuseurs, cotisations des producteurs? Mais si on fait une cotisation, c'est quoi? C'est une cotisation patronale. Du coup, on se retrouve à nouveau sur un cas d'employeur. Ça pose des questions, tout ça. Et nous, à la Guilde, on a décidé de ne pas s'engager pour défendre cette proposition de loi parce que justement, elle posait toutes ces questions. Et la deuxième chose qui nous a empêchés d'y aller aussi, c'est que veiller à la précarité, effectivement, des artistes-auteurs, c'est une belle chose, mais créer un chômage qui entérine cette précarité, est-ce que c'est si intéressant que ça? Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est pas un contournement en fait, ce qui fait le cœur de notre métier et le cœur de nous, de notre existence en tant que scénariste, c'est la précarité, on la lutte on lutte contre ça en faisant des négociations avec les producteurs. C'est-à-dire qu'on dit: «On est précaire, c'est la faute aux producteurs». Bon, bah, alors on va plus négocier avec les producteurs, on va plus, aller contre les producteurs et se battre pour avoir une meilleure rémunération pour les scénaristes. On va demander à la solidarité nationale de prendre en charge cette précarité et de nous aider. C'est pas quelque chose qui est méprisant, mais ça pose question. Est-ce que ce n'est pas tout simplement, entériner l'échec du droit d'auteur à faire vivre les artistes-auteurs, à faire vivre les scénaristes? Donc ça, c'est une question que nous, on se pose et c'est pour ça qu'on y va avec une grande prudence. Ceci étant dit, il faut répondre à cette précarité. C'est pour ça que la Guilde s'est engagée dans un travail de réflexion avec la députée Camille Galliard-Minier qui avait fait la mission Flash sur un compte professionnel de création qui ne serait pas géré par l'UNEDIC et qui permettrait d'avoir en gros une espèce de forme de chômage qui serait déclenché à volonté par les artistes-auteurs et qui permettrait d'avoir une somme d'argent dans les périodes creuses ou les périodes mal rémunérées, pourquoi pas? Ça s'étudie. Moi, je pense qu'il faut pas se précipiter, il faut réfléchir et il faut convaincre. Or, on voit effectivement qu'il y a une intersyndicale qui sont allées avec une énergie folle dans cette démarche. En soi, nous, on s'y oppose pas. Par contre, là où on n'est pas d'accord, c'est quand on nous accuse là aussi, qu'on nous pointe du doigt en disant qu'on essaie de saborder ça, qu'on a envoyé des courriers au Sénat, enfin, on marche sur la tête. On n'a pas fait ça. S'ils y arrivent, écoutez, tant mieux pour eux, à le faire financer, ils n'y sont pas arrivés. Nous, on réfléchit à autre chose. On est même tout à fait disposés à réfléchir de concert avec d'autres organisations d'auteurs, mais prenons notre temps. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Jean-André, si tu veux compléter. Non, mais la Guilde défend les intérêts des scénaristes. En tout cas, moi, je défends les intérêts des scénaristes. Les intérêts des artistes-auteurs, c'est encore un autre débat. Et est-ce que les intérêts de tous les artistes-auteurs correspondent aux intérêts des scénaristes? C'est aussi au centre de la question. Et je ne pense pas que ce projet de loi, alors que je suis, moi, tout ce qui peut aider les scénaristes, je suis pour, hein, c'est pas le problème. Mais ce projet de loi, en tout cas, ne va pas aider les scénaristes. Je vois pas comment on fait fonctionner un principe d'assurance chômage sans que ça coûte au moins 2% comme l'intermittence aux scénaristes et 4 à 5, 6% aux diffuseurs et que tous ces pourcentages ajoutés vont avoir des conséquences sur nos rémunérations, c'est sûr. Les producteurs nous le feront payer d'une manière ou d'une autre. Je pense que ce qui permet aux scénaristes de vivre, c'est le droit d'auteur. Ce droit d'auteur donne une grande liberté, c'est-à-dire la possibilité d'avoir 12 projets en même temps, si vous voulez avoir 12 projets en même temps, et permet ensuite nos rémunérations. Attention à ne pas toucher au droit d'auteur. C'est le seul truc que j'ai en tête, c'est que nous, ce qu'on défend, c'est ce système-là. Ce système-là, il a 2 siècles d'existence, il a été conçu par des artistes-auteurs au théâtre il y a maintenant 2 siècles. Je veux dire, il y a une bonne raison pour ça. Dès qu'on va commencer à vouloir travailler sur la solidarité nationale pour financer les artistes-auteurs, d'abord, je pense pas que ça soit vraiment le bon moment pour réussir à faire passer un truc pareil. On va pas se mentir, c'est quand même pas la situation la plus idéale. Les intermittents sont pas non plus au top de leur forme, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà,
Moi, je cherchais des solutions là-dessus, mais je préférais, largement un compte de soutien auteur au CNC, comme il y a un compte de soutien producteur au CNC et qui permettrait, à des auteurs après chaque diffusion, pour alimenter un compte de soutien qui leur permettrait de passer les 3-4 mois dont ils peuvent avoir besoin en cas de chute de revenus. En tout cas, d'imaginer d'autres systèmes que celui de la solidarité nationale, moi, qui me paraît mais perclus d'effets pervers dans tous les sens et surtout, je trouve, qui est une brèche dans le droit d'auteur. Voilà. C'est une brèche dans le droit d'auteur et puis ce que je disais, c'est de dire: «Bon, ben, voilà, le droit d'auteur n'est pas capable de rémunérer les artistes auteurs, aujourd'hui». Au nom de quoi? Enfin, on jette le bébé, avec l'eau du bain, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui pose problème là. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'on peut très bien vivre, voire très, très, très bien vivre de ce métier. On va pas il faut le dire aux scénaristes quand même. Tu peux très bien vivre de ce métier. Une fois que c'est compliqué d'y rentrer, c'est compliqué de s'y maintenir et c'est compliqué de faire une carrière, mais bon, c'est une carrière d'artiste-auteur. Et je veux dire, c'est un métier où tu peux vraiment gagner de l'argent et en vivre très bien. Maintenant, le principe pour moi est d'essayer d'en faire gagner plus aux scénaristes, point. Mais le système dans lequel on travaille est un système, qui a quand même, fait ses preuves, quoi qu'on en dise. Alors maintenant, est-ce que c'est un système qui peut rémunérer tout le monde, avec des gens qui n'y arrivent pas ou qui restent dans la précarité ou qui n'arrivent pas à monter? Ben non. Enfin, je suis désolé, hein, c'est la dureté de ce métier aussi et il y a une sélection naturelle. Je veux dire, moi j'en ai vu, depuis 25 ans, j'ai vu plein de gens passer, des gens talentueux, mais qui n'avaient pas soit, la ténacité pour, endurer ce que veut dire, le métier, c'est-à-dire cette incertitude financière, qui est un truc qui redémarre tous les ans et qui ne s'arrêtera jamais. Je veux dire, je connais pas de scénariste qui ait de la visibilité, absolue sur l'année qui vient, ça n'existe pas. Donc est-ce qui est capable de supporter cette pression-là? C'est pas si simple et d'où les problématiques de VHSS et d'où la guilde, on essaye de protéger le truc. Enfin, en tout cas, de faire que ça soit pas, que la loi de la jungle. Mais il n'empêche que moi, je veux garder ma liberté de travail. Je veux pouvoir travailler avec 4 producteurs en même temps. Je veux que les producteurs ne sachent pas pour qui je travaille à côté. Mon temps, j'ai à le justifier à personne et là, si j'ai envie de travailler entre 4 et 6 heures du mat uniquement, je le fais. J'ai pas envie qu'on me donne rendez-vous, à 9h30 dans une pièce jusqu'à 18h. Enfin voilà. Ah mince, à quelle heure on enregistre ce podcast, Jean-André? Non! Il est 9h30 du matin, on est affligé. Ouais, non, t'inquiète, avec l'âge, j'arrive plus à travailler la nuit, donc non, le matin, ça me va, t'inquiète. Non, mais voilà, je veux dire, c'est une vraie, ce métier n'est pas un métier facile, quoi. Il y a pas du boulot pour tout le monde. Voilà, je sais pas le dire on peut tenter, pour moi, il faut réussir à préserver ceux qui ont des gros trous. Des trous d'air, on en a tous connus dans nos carrières. Je veux dire, on va en connaître encore. Mais comment on fait pour gérer ces trous d'air, en fait? Moi, je trouve que c'est la symbolique de la précarité des scénaristes, c'est ça. Et les trous d'air et je compléterai et la faible rémunération dans certains répertoires ou en tout cas dans des secteurs qui deviennent de plus en plus industrialisés et où la rémunération est vraiment, ultra plancher. Donc là, c'est à ça aussi que Tu servent tu les penses à accords, quel, servent les accords domaine en maritimes. particulier? L'animation, Ouais. l'anime, voilà, quand on est payé effectivement pour un 13 minutes, 3 400 € pour l'épisode et qu'on en fait 4 dans une année, c'est pas ça qui permet de vivre. Le problème, c'est pas d'avoir un chômage à côté ou autre. Le problème, c'est faut pas être payé 3 400 €. Il faut qu'on intervienne auprès des pouvoirs publics, auprès des chaînes de télé, auprès des producteurs pour dire: «Faut arrêter d'être payé comme ça». Quand on regarde le travail qui est fait par un scénariste d'animation et qu'on compare aux tarifs qu'il toucherait s'il était en fiction, alors qu'il n'est même pas, intéressé, effectivement au partage de la valeur et au RNPP alors qu'il ces épisodes, sont exploités et diffusés, font du succès aux États-Unis ou dans les territoires au RSACD, on se dit: «Mais il y a un problème». Donc c'est pas le chômage qui va régler ça. Là, on est sur quelque chose une injustice structurelle à notre rapport de force avec les producteurs et si on veut, que les scénaristes
vivent bien leur vie. Et je dis, c'est la même chose avec les auteurs de BD qui se font rouler dessus par les éditeurs. Enfin, voilà. Donc, les pouvoirs publics doivent s'emparer de ça. Comment, en fait, l'industrialisation de nos secteurs culturels écrase les artistes-auteurs et les mettre dans une situation épouvantable. Et comment nous, syndicats, avec l'aide des pouvoirs publics, pourvu évidemment qu'ils s'emparent du sujet, on arrive à faire monter les tarifs, tout simplement. Maxence, est-ce que tu as une dernière question? Tout à fait. Rapidement, pour un peu synthétiser et résumer ce qui s'est dit, pendant cette heure et demie, ensemble, hem, dans 10 ans, à quoi ressemble le métier de scénariste si la guilde, réussit, tout ce qu'elle défend actuellement? La question bis, la question 2, le retour. En tout cas, des auteurs adaptés à leur environnement, je veux dire, qui ont conscience de ce qui se passe, qui ont conscience de l'IA, qui ont conscience de l'industrie et de la manière dont elle fonctionne. On voit bien que, pour moi, c'est le plus important, c'est de former des scénaristes qui comprennent leur business, quoi. Aujourd'hui, on sait que France Télé, il y aura 100 millions de moins sur 2026. On sait que TF1, son chiffre d'affaires publicitaire va pas bien. Enfin, je veux dire, des gens complètement informés et complètement au fait de la manière dont fonctionne. Et dans 10 ans, ça sera pareil. Il faut qu'on ait des... Parce que dans 10 ans, moi, je suis sûr qu'il y aura encore plus besoin de scénaristes qu'aujourd'hui, parce que l'IA va pas nous remplacer demain. Toujours, on revient à la discussion de tout à l'heure. Donc, je pense que le mieux qu'on puisse faire, en tout cas à la guide, c'est de former des gens qui soient complètement au courant de dans quel univers travaille-t-il et qu'il n'y ait pas de fantasme ou d'utopie. On est dans un monde où un tas de gens créent des mondes idéaux dans leur coin sans penser qu'ils doivent en discuter avec d'autres, quoi. Et à un moment donné, moi, le monde idéal des scénaristes, je le connais, c'est pas trop de boulot, beaucoup d'argent, enfin, tu vois, je vois bien, hein, si tu me demandes. Carrément, mais je suis d'accord avec toi. Je peux pas le faire seul dans mon coin. Je sais que j'ai des producteurs, des diffuseurs, une industrie, des gens qui font de l'argent parce que ce métier est fait pour faire de l'argent. Il n'est pas fait pour... il y a toute l'ambition culturelle qui va avec, mais il n'empêche que le principe de base, il est quand même financier. Donc voilà, moi, ce que je voudrais dans 10 ans, c'est des scénaristes parfaitement affûtés et prêts à se battre pour leur place dans ce métier et pour leur revenu dans ce métier. Je fantasme rien. Je pense que c'est possible. Le seul fantasme que j'aurais, c'est dans 10 ans la capacité de se dire on peut se mettre en grève et on peut réussir à gagner un rapport de force avec un succès important. Et là, je sais que c'est de l'ordre du fantasme et de l'utopie. Et moi, je dirais, alors je serais peut-être un petit peu plus dans le fantasme, mais je me dis, voilà, si la guilde, dans 10 ans, elle représente 700, 800, 1000 auteurs, elle a eu justement une force de frappe suffisante pour menacer de faire des grèves dans des secteurs qui s'industrialisent de plus en plus. Et elle a réussi à négocier des accords avec les producteurs sur les trois répertoires, des accords qui sont beaucoup plus épais et beaucoup plus protecteurs que ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que les accords que nous avons, c'est le début. Et dans 10 ans, peut-être qu'il y aura eu des avenants à ces accords, des avenants qui nous permettent d'éviter des clauses abusives, des accords qui disent, ben voilà, sur une série d'animation ou sur une série de fiction, le scénariste se voit garanti 2-3 épisodes. Les minima, ils sont beaucoup plus hauts. Il est interdit d'avoir des clauses de substitution. Enfin, tout ça, en fait, la guilde permettrait, peut-être en collaboration avec d'autres organisations d'auteurs ou avec la SACD, de nous débarrasser de clauses qui, en fait, contractuelles, qui sont systématiquement en déséquilibre en faveur des producteurs. Il y a encore trop de clauses en faveur des producteurs, c'est déséquilibré. Et j'espère que dans 10 ans, on aura réussi à rétablir cet équilibre. Voilà. Et peut-être, pour terminer, qu'on aura non pas un chômage, mais tout simplement ce que disait Jean-André, une espèce de subvention, comme les producteurs l'ont, qui remet l'auteur au cœur de la machine de création. Parce que pour l'instant, la machine de création, elle est articulée autour du binôme producteur-diffuseur, tout ça encadré par le CNC, et l'auteur, il est à côté. Donc, remettons-le au centre. Très bien. Pour finir, les 3 petites questions très, très express de Maxence. C'est ça, donc 3 petites questions au tac au tac, la réponse qui vous vient le plus rapidement.
La première, c'est le film et ou la série préférée de tous les temps? Twin Les Peaks. Sopranos. Génial. Le scénario que vous auriez aimé écrire? American Beauty. Bon choix. Le Parrain 2. Super. Et le dernier coup de cœur, tout format confondu? D-Way. Voilà, une bataille après l'autre. Génial. Bah, trop bien. Merci beaucoup. C'était, Merci pour ces particulièrement infos. intéressant. Justement pour, nos auditeurs et nos auditrices, où est-ce qu'on trouve l'actualité de la guilde? Comment on fait pour la rejoindre? Combien ça coûte? Est-ce que, quelles sont les contreparties, les engagements? Bref, c'est l'instant promo. Eh ben, on peut retrouver toutes les informations sur la Guilde des scénaristes sur, son site internet guildedescénaristes.org. Vous pouvez aussi nous retrouver, sur Instagram, Facebook, LinkedIn et les réseaux sociaux. Pour nous rejoindre, donc il suffit d'être, un professionnel ou en tout cas un entrant qui a fait une école comme le CEA, la FEMIS, mais un professionnel qui a quelques contrats. Vous vérifiez le nombre de minutes nécessaires, c'est pas beaucoup et vous regardez, pour l'adhésion, elle correspond à une cotisation fixée par un tableau. Vous avez une cotisation qui correspond, selon votre tranche de rémunération. Voilà, donc ça part à 80 € et si vous êtes très, 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 très riche, c'est 2 000 € de cotisation, je crois, le maximum. Bah, après, on vous demande pas, vos fiches d'impôts, hein. Soyez rassurés, hein. C'est C'est sur l'honneur. littératif. C'est sur l'honneur, Voilà. hein. Et on s'engage à faire acte de solidarité et à défendre les scénaristes et à défendre, et à les respecter, à se respecter, à ne pas agresser les gens, avec qui on travaille Ça serait bien. et à s'entraider. Voilà, c'est dans les statuts. Non, mais c'est le collectif. Je veux dire, je sais bien que tout le monde n'a pas cette fibre-là, mais il faut s'impliquer quand on fait ce métier auprès de gens, ça fait du bien de bosser aussi sur nos métiers avec d'autres. C'est très important pour votre santé mentale, enfin, en tout cas la mienne, donc voilà. Et c'est vrai que c'est tout le paradoxe de nos métiers où on fait des histoires pour qu'elles soient vues par le maximum de personnes et par contre, on reste un métier très solitaire et un peu tourné sur le soi. C'est tout le paradoxe je trouve du métier de scénariste. Oui, et puis pour terminer cet instant promo, ce que je dirais, ce que j'apprécie, moi à la Guilde, c'est que, c'est le seul syndicat où les 3 répertoires comme ça sont mélangés et où en fait on peut cohabiter et on apprend les uns des autres. C'est-à-dire que un scénariste d'animation, un scénariste de fiction, un scénariste de cinéma, quand ils se rencontrent lors des soirées, ils ont des choses à se dire. Ils peuvent comprendre les enjeux qui sont peut-être des pratiques qui sont différentes et inhérentes à leur répertoire, mais en fait, au final, on est tous des scénaristes, on fait le même métier, on écrit et on peut aussi apprendre les uns des autres à se vendre, à se défendre et à faire sa promotion. Voilà. Eh bien, un grand merci à tous les 2 d'avoir Merci partagé ces beaucoup. presque 2 heures d'émission. J'espère que vous qui nous écoutez, vous allez prendre autant de plaisir que nous avons eu à passer ce moment avec, Jean-André et Ghislaine. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode de Séquence et c'est toujours le mercredi à 7 heures du matin et on vous dit donc du coup à très vite. Salut tout le monde! À bientôt.